quand je pose les pieds en Russie, le premier sentiment que j'ai, c'est un sentiment d'immense liberté. Je prends une grande inspiration et je me dis « Ah, mais ça fait plaisir d'être dans un pays libre ». Alors c'est paradoxal parce que pour nous, la Russie, c'est tout le contraire. C'est l'autocratie, la dictature, etc. Enfin, on y reviendra peut-être tout à l'heure, alors que moi, je vois ça plutôt comme une grande respiration, ne serait-ce qu'à cause des immenses espaces que ce pays possède. Vous avez une vie politique extrêmement nourrie, avec de nombreux partis très différenciés, ça c'est une chose. Vous avez aussi une presse, on dit la presse n'existe pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous avez une presse diversifiée, aussi diversifiée que la nôtre. Alors, certains, les chaînes de télé sont proches du pouvoir, mais est-ce que les chaînes de télévision françaises ne sont pas proches du pouvoir? La propagande russe, c'est exactement le pendant de notre propagande à nous. Elle est symétrique à la nôtre. Une amie qui travaille, qui est productrice d'émissions de télévision, qui est dans la culture, qui me disait « Mais vous, nous, en Russie, on a une particularité sur vous, c'est qu'on ne croit pas à notre propagande. On ne croit pas à ce que l'État nous dit. On a été habitués sous le régime soviétique à ce qu'on nous bourre le mou, pardonnerez l'expression, alors que vous, au contraire, vous croyez à votre propre propagande. Vous laissez intoxiquer par votre propre propagande parce que vous n'avez pas encore pris conscience que votre État peut vous mentir. Vous m'avez dit tout à l'heure, passer pour un apologiste de Poutine. Je n'ai jamais écrit un mot qui serait favorable à Poutine. Il ne prend pas son café avec moi, je ne prends pas mon thé non plus avec lui. Malheureusement, une guerre revient sur le continent européen. Pourquoi? Parce qu'on a organisé un coup d'État en Ukraine en 2014 pour renverser le gouvernement légal démocratiquement élu, reconnu par nous, reconnu par tous les Européens. On l'a renversé. Angela Merkel a dit qu'elle avait signé les accords de Minsk en 2015, non pas pour arriver à une paix et à une Ukraine fédérale, respectueuse des minorités et tout ça, pas du tout, mais c'était pour gagner du temps, pour que l'Ukraine ait le temps de s'armer pour faire la guerre contre la Russie et récupérer la Crimée. Personnellement, j'avais été absolument scandalisé qu'on Conseil fédéral brade en 48 heures 200 ans, 2 siècles de neutralité, alors que pendant toute la guerre mondiale, on a été complètement assiégé par les nazis qui nous environnaient de partout et qu'on n'a pas cédé. Tous les qualificatifs les plus abominables vous sont adressés dès qu'on prononce le mot paix ou le mot négociation. Pourtant, un jour, il faudra bien y arriver. Guy Mettan, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? D'abord, merci de m'inviter. C'est toujours un plaisir d'être là et d'échanger avec vous. Je m'appelle Guy Mettan, je suis journaliste, je suis né en Valais et je vis à Genève depuis 47 ans maintenant. Et comme journaliste, j'ai exercé dans différents titres. J'ai commencé au Journal de Genève, ensuite j'ai travaillé au Temps stratégique avec Claude Monnier et Nicolas Bouvier. Ensuite, j'ai participé à la création, au lancement de Bilan, au lancement avec Jacques Pillet du Nouveau Quotidien, dont j'ai été le numéro 2 au tout début de l'apparition du journal. Puis ensuite, je suis devenu rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Et à partir de 1998 jusqu'à 2019, pendant 22 ans, j'ai dirigé le Club suisse de la presse. Puis à côté de ça, j'ai une activité un peu politique. J'ai été conseiller municipal, ensuite député au Grand Conseil. J'ai présidé le Grand Conseil genevois en 2010 et je suis encore député jusqu'à maintenant. Voilà, en gros. Et puis par ça, je fais des livres, j'écris toujours beaucoup, voilà. Et vous avez récemment adhéré à l'UDC. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce parti? Oui, je dirais d'abord pourquoi pas l'UDC, parce que c'est vrai que ça m'étonne toujours quand certaines personnes me disent « Mais comment tu as pu adhérer à l'UDC ?» comme si c'était quelque chose je sais pas, de répréhensible ou de bizarre. Bon, je rappelle quand même que c'est le premier parti de Suisse, et puis que c'est un parti, comme son nom l'indique, qui est démocratique, et qui, de ce fait, joue un rôle important dans notre vie politique. Ça, pour
en préambule, je dirais. Maintenant, pourquoi j'ai adhéré à l'UDC? Bon, c'est un peu un concours de circonstances, puis en même temps, des convictions que justement je vais vous exposer. Alors, concours de circonstances, c'est que je suis indépendant, j'étais au PDC pendant 20 ans, et puis je suis devenu député indépendant en 2019, et j'avais pensé arrêter ma carrière politique à la fin de la législature, c'est-à-dire en mars l'année prochaine. Et puis tout d'un coup, au mois d'octobre, j'ai été sollicité par plusieurs partis. Vous savez qu'à Genève, la droite est en train d'imploser. Il y a 7 ou 8 partis qui vont se disputer les voix du centre et de la droite aux prochaines élections, aux élections du printemps prochain. Et 4 de ces partis m'ont fait un peu des appels du pied, parmi lesquels l'UDC. J'avoue que j'y avais pas pensé forcément tout de suite, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, allons, puisqu'on me sollicite, la politesse veut qu'on y réponde. Et puis effectivement, l'échange a été très bien avec la présidente Célina Modru. J'ai fait part quand même de mon indépendance d'esprit. Elle m'a dit, c'est très bien, on n'a pas de problème avec ça. Et puis voilà, donc ce qu'elle proposait me paraissait tout à fait convenir. Et puis alors sur le plan, je dirais, des valeurs, parce qu'évidemment on n'adhère pas à un parti uniquement comme ça, par caprice. Ce qui m'a décidé à le faire, c'est un petit peu ces 3 dernières années, ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières années. D'abord, la crise du Covid, où on a quand même subi des atteintes très importantes aux libertés, avec, disons, au nom d'une préservation de la santé, dont on a vu qu'elle ne correspondait pas tout à fait à l'idéal qui nous était promis. Je parle de l'efficacité des mesures qui ont été faites, l'efficacité du confinement, du port du masque, dont on nous a dit qu'il n'était pas nécessaire, pas qu'il était nécessaire, des vaccins aussi, dont on voit qu'on ne peut pas leur donner le nom de vaccin, puisqu'ils n'empêchent pas la contamination. Or, le but d'un vaccin, c'est la définition même du dictionnaire, c'est d'abord d'arrêter de ne pas se faire contaminer. Donc on voit qu'il y avait des grandes limites sanitaires aux mesures qui ont été faites, puis en plus des grandes entorses, des grandes atteintes aux libertés, liberté de réunion, liberté de culte, liberté du commerce, en fait, etc. Et il se trouve que finalement, l'UDC, si on regarde l'attitude des partis suisses, a été à peu près le seul qui a osé poser des questions, en tout cas qui sait poser des questions, qui n'a pas remis en cause forcément le vaccin ou tout ça, qu'on ne peut pas taxer, disons, de complotiste, mais au moins il a eu le mérite de poser des questions et de s'inquiéter de cette érosion des libertés qu'on a connue pendant ces 2 ans. Ça, c'est la première chose. Moi, je suis très sensible à ça, parce que je pense que notre évolution, notre société, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, disons, évolue non pas vers le mieux, mais un peu vers le moins bien, notamment en termes de liberté publique et de liberté individuelle. Et puis, deuxième raison, c'est avec les événements qui sont en train de se passer depuis le mois de février, avec la guerre en Ukraine, eh bien, ce parti est pratiquement le seul à avoir défendu une vision, on va dire, stricte de la neutralité suisse. Une vision qui, à mon avis, est la seule valable, c'est-à-dire qui correspond à la fois à l'esprit et à la lettre de cette neutralité qui est inscrite dans notre Constitution. Personnellement, j'avais été absolument scandalisé qu'on Conseil fédéral brade en 48 heures 200 ans, 2 siècles de neutralité, comme ça en prenant parti, de façon complètement unilatérale, pour l'Ukraine contre la Russie, qui, je rappelle, est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, on peut discuter, naturellement, on doit discuter. Mais c'est vrai que la Suisse est un des pays qui applique le plus de sanctions. Absolument, non. Puis en plus, comme toujours en Suisse, on fait ça avec un zèle inouï. On est encore plus royaliste que le roi et on applique les sanctions avec encore plus de fermeté ou d'excès de zèle que les autres pays, notamment par rapport, par exemple, aux États-Unis. Mais comment vous l'expliquez ça, justement, peut-être, si on s'arrête sur ce point? Alors, bon, moi, mon explication, elle tient simplement aux pressions américaines. C'est-à-dire que, bon, pour venir aussi un peu en arrière, je trouvais aussi scandaleux
qu'on brade ça, je dis en 48 heures, alors que pendant toute la guerre mondiale, on a été complètement assiégés par les nazis qui nous environnaient de partout et qu'on n'a pas cédé. Alors que la menace était évidemment bien plus grande qu'aujourd'hui, et qu'on n'était pas en guerre. On n'est pas en guerre aujourd'hui contre la Russie, que je sache. Donc il n'y avait pas de nécessité, on va dire, de survie à adopter ces sanctions, alors que nos ancêtres ont su, disons, les ménager. Alors après, les historiens discutent, mais enfin, quand même, en tout cas, nos ancêtres ont su respecter en tout cas le principe de la neutralité, même s'il y a eu des entorses. Alors, comment l'expliquer? C'est simple. Les Américains font pression, les Européens font pression sur quoi? Sur nos banques. Or, nos banques, si elles veulent continuer à traiter en dollars, à utiliser le dollar dans leurs échanges, eh bien, deviennent immédiatement sujettes à des sanctions possibles des États-Unis, à des mesures de rétention des États-Unis. Et donc, les banques ont pris peur. Et quand nos banques prennent peur, le Conseil fédéral prend peur et suit benoîtement ce que les banques désirent. C'est comme ça que j'interprète cette capitulation en rase campagne si rapide. Parce que si on avait posé la question peut-être à d'autres industriels ou à d'autres pans de l'économie, peut-être la réponse aurait été différente. Mais en Suisse, c'est les banques qui commandent, et puis quand elles paniquent, eh bien, voilà, on leur obéit. Alors, pour revenir à votre activité, effectivement, de journaliste et de politicien, ces deux casquettes qui, généralement, sont assez antinomiques, comment vous arrivez à jongler entre les deux pour ne pas perdre votre indépendance journalistique dans cette... Oui, c'est une bonne question. Bon, cela dit, moi, je ne suis pas du tout le premier journaliste à faire de la politique, parce qu'il y a eu dans tous les partis, Jean-Claude Redwald, mon ancien maître de formation, le directeur de l'école de journalisme de Lausanne, par exemple, tous les deux étaient membres du Parti socialiste, députés socialistes pour l'un, conseiller national socialiste, alors qu'ils étaient journalistes. Il y a eu à droite aussi d'autres cas, Jean-Charles Simon, Fatih Derder, pour ne pas les nommer. Donc on voit que c'est pas un cas unique. C'est pas exceptionnel. Ouais. Non, c'est pas exceptionnel. Cela dit, reste la question comment concilier les deux. Personnellement, d'abord, j'applique le principe de transparence. Ça, c'est clair. Je suis journaliste et la politique, c'est aussi quelque chose de public. Donc, en tout cas, il n'y a rien de caché là-dedans. Et puis ensuite, alors, à titre personnel, je n'interviens jamais dans mes écrits, dans mes prises de position journalistiques sur le plan politique. Je sépare complètement les deux. Vous ne me verrez jamais écrire, par exemple, sur l'UDC ou sur des prises de position de l'UDC dans mes articles de presse, parce que je sépare complètement ces deux univers. D'ailleurs, maintenant, dans la plupart de mes livres ou de mes écrits, je me consacre plutôt à la politique internationale et pas à la politique locale. C'est-à-dire que vous pouvez écrire, par exemple, aussi sur les votations fédérales ou sur un sujet de votation? Oui, mais d'une façon large et philosophique, en tout cas sans aucun lien avec des positions partisanes. Alors oui, ça peut arriver, ça a eu arrivé par le passé, évidemment, mais jamais en mettant en avant des positions partisanes. Vous êtes connu aussi pour être proche de la Russie. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la Russie? Qu'est-ce qui vous y fascine? Enfin, comment est né cet intérêt pour cet étranger lointain et aussi assez proche? Lointain et proche, parce que naguère, il était à 3 heures de vol de Genève, donc pas si loin que ça. Bon, c'est une immense question. D'abord, pour moi, la Russie, c'est un continent, c'est plus qu'un pays, c'est un continent et une civilisation. J'y étais encore, effectivement, il y a une dizaine de jours. Puis je vais peut-être vous choquer ou vous provoquer, mais quand je pose les pieds en Russie, le premier sentiment que j'ai, c'est un sentiment d'immense liberté. Je prends une grande inspiration et je me dis « Ah, mais ça fait plaisir d'être dans un pays libre ». Alors c'est paradoxal, parce que pour nous, la Russie, c'est tout le contraire, c'est l'autocratie, la dictature, etc. Enfin, on y reviendra peut-être tout à l'heure, alors que moi, je vois ça plutôt comme une grande respiration, ne serait-ce qu'à cause des immenses espaces que ce pays possède. Et quand vous y arrivez, quand vous êtes sur la place rouge, que vous avez
Vous regardez d'un côté, vous avez le continent européen dans votre dos, l'Asie en face, ou l'inverse, vous avez le sentiment d'être au cœur vibrant de ce continent eurasiatique. Et vous le sentez quand vous y êtes. Et puis c'est un pays où le climat est un vrai climat. J'étais en Novosibirsk il y a 10 jours, il faisait moins 22. Il y a des vrais hivers, il y a des vrais étés. C'est un pays où il y a des hommes et des femmes, des vrais, j'entends. C'est un pays où il y a une diversité aussi d'opinions. Et je dis, c'est peut-être un paradoxe pour beaucoup d'Européens, mais c'est la réalité. Par exemple, quand je suis arrivé à Moscou, il y a une douzaine de jours, j'ai assisté au baptême du fils du dernier descendant du tsar par le métropolite de Moscou. Donc, il y a des monarchistes en Russie, il y a des royalistes, alors ils sont tout à fait minoritaires, ça représente, je crois, 1% de la population, mais ça existe. Puis de l'autre côté, vous avez des communistes. Le principal parti d'opposition en Russie, c'est le Parti communiste, qui fait 15 à 20% des voix, qui a de nombreux députés, de nombreux gouverneurs. Or, je vous demande, dans quel pays européen, aujourd'hui, on a un parti monarchiste et un parti communiste? Dans aucun. En Grande-Bretagne, c'est une monarchie, vous n'avez pas de parti communiste. Ou dans d'autres pays, vous avez des partis communistes, mais vous n'avez pas de parti monarchiste. Donc c'est juste pour donner des exemples que cette Russie qu'on prétend tellement autocratique et monolithique, en fait, est prodigieusement diverse au niveau des gens, au niveau de la société, et puis au niveau des paysages. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, j'apprécie beaucoup. Puis encore, je réponds à votre question. Vous avez demandé comment et pourquoi. Bon, c'est le fruit du hasard. Parce que maintenant, ça fait, il y a 27 ans, plus même, 28, oui, bientôt 28, que ma femme et moi avions adopté, donc en décembre 1994, nous avions adopté une petite fille qui s'appelle toujours Oksana, qui à l'époque avait 3 ans et demi, et qui donc depuis décembre 94 vit avec nous. Elle a 31 ans, elle se porte bien, et justement c'est grâce à notre fille, grâce au fait que nous avions adopté cet enfant. À l'époque, je rappelle que après la chute de l'Union soviétique, il y avait des dizaines de milliers d'enfants dans ces orphelinats qui mouraient quasiment de faim parce qu'il n'y avait plus d'argent pour les nourrir, il n'y avait plus de personnel pour s'occuper d'eux. C'était vraiment un état de détresse abominable. Et donc, voilà, Oksana est venue chez nous. Et c'est ça qui m'a fait m'intéresser à la Russie, parce que j'ai connu des gens, plutôt dans le milieu culturel et scientifique. D'ailleurs, un de mes proches amis est un physicien russe qui s'occupait de la participation russe au CERN, qui était déjà là en 1960, presque au début de la création du CERN. Et donc, voilà, c'est dans ce milieu-là, sa femme, par exemple, était enseignante, elle était professeure d'histoire suisse à l'université de Moscou. Ça m'a intrigué, j'ai voulu la connaître, savoir comment on enseignait l'histoire suisse. Bref, de fil en aiguille, les contacts se sont faits. Et puis j'ai pris intérêt à ce pays. Et quelques années plus tard, nous avons reçu le passeport russe, enfin la nationalité russe, que de la part du président Yeltsin. Personne connaissait Poutine à l'époque, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Donc vous ne l'aviez pas demandé? Alors si, ça s'est passé comme ça. Quand on a fait l'adoption, il y a des tas de paperasse à signer, du côté russe, mais évidemment aussi du côté suisse. Et puis le consul général de Russie à Genève, qui est devenu d'ailleurs un ami, m'avait dit, écoute, on se tutoie maintenant, mais à l'époque on se vous voyait, il m'a dit, écoutez, vous savez, là, il y a une disposition, la nouvelle Douma, donc celle qui est post-soviétique, celle de la Douma démocratique, on va dire, en 92, avait changé la loi sur la nationalité. Et ils avaient introduit un article qui disait que tous les non-russes qui avaient un lien de parenté direct avec un russe pouvaient demander la nationalité. C'était pour permettre, en fait, cette disposition était
devait permettre à tous les Russes qui avaient perdu leur nationalité suite à l'éclatement de l'Union soviétique et puis qui se retrouvaient arméniens, ukrainiens, estoniens, ouzbeks, etc., et qui, du fait de cet éclatement, n'avaient plus cette nationalité, de pouvoir récupérer, s'ils le souhaitaient, la nationalité russe, parce qu'ils avaient leur père, leur mère, ou que sais-je, un parent direct qui était dans la Fédération de Russie. Et c'est évidemment pas pour moi que la Douma avait changé la loi. Mais enfin, je tombais sous le coup de cette disposition, il m'a rendu attentif à ça, puis j'ai dit, bon, je vais réfléchir, enfin bref. Puis, 1 ou 2 ans après, on s'est revus, ma fille avait reçu son passeport suisse, ça a pris 2 ans quand même, et puis il m'a reposé la question, et puis j'ai dit, tiens, pourquoi pas, finalement, pourquoi pas, sa culture, l'objectif c'était plutôt d'être avec elle, d'avoir, elle ayant obtenu le passeport suisse, ça c'était aussi logique qu'on reconnaisse son origine russe, son appartenance à la culture russe, ça faisait aussi une démarche commune à l'ensemble de la famille, ce qui est bien que ma femme et moi avons fait une lettre à M. Yeltsin pour lui demander qu'en vertu de tel et tel article, et puis du fait qu'on voulait se rapprocher de notre fille, enfin voilà, et de la culture russe, on sollicitait la nationalité. Puis une quinzaine de mois après, le nouveau consul, mon ami était parti en Égypte, m'appelle puis il me dit « Ah, monsieur Mettan, nous avons une bonne nouvelle, le président, donc Yeltsin, a signé l'oukaz qui vous confère la nationalité. » Ce qui fait que voilà, vos passeports sont prêts, vous pouvez venir les chercher. Et donc on s'est rendu au consulat, on nous a offert à déjeuner, offert un bouquet de fleurs, on a trinqué avec de la vodka et on est reparti avec le bouquet de fleurs et les passeports. Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Beaucoup vous reprochent aujourd'hui cette nationalité ou utilisent le fait que vous l'ayez reçu comme un signe que vous êtes proche du régime de Poutine, que vous êtes d'aucuns parlent d'apologiste de Poutine. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous avez aussi été vice-président de la Chambre de commerce Suisse-Russie. Oui, voilà, qu'est-ce que vous répondez un peu à vos détracteurs qui vous accusent d'être oui, un peu l'œil de comme Moscou, je l'ai dit, quoi. ça n'a strictement rien à voir avec Poutine, quand tout ça est arrivé. Ensuite, évidemment, j'ai continué mes activités, j'ai organisé des expositions d'art, de dessin. Je m'occupais à l'époque, j'étais président d'une fondation d'investissement dans les marchés émergents en faveur du développement, etc., où il y a eu des stands russes. J'ai invité au Salon du Livre avec Pierre-Marcel Fabre, qui sont venus d'ailleurs à 2 reprises, la Russie comme hôte d'honneur, du Salon du Livre. Donc j'ai poursuivi mes activités. Quand Poutine est devenu président, pour moi, ça ne changeait strictement rien. Donc j'ai poursuivi ces activités à la fois culturelles et aussi économiques. On m'a demandé, c'est les Zurichois qui m'ont demandé en 2004 de créer un chapitrement de la Chambre de commerce Suisse-Russie, Suisse-Russie et CEI. Ça comprend les 15 pays à l'époque les 15, maintenant les 12 pays de la CEI. Et ce que j'ai fait, et qui est devenu après cette union des chambres de commerce Suisse-Russie et CEI, que je préside toujours, parce qu'on organisait des business, des voyages d'affaires, soit avec des conseillers fédéraux, j'ai accompagné plusieurs conseillers fédéraux en Russie, soit simplement, ou des conseillers d'État d'ailleurs. Canton de Genève, canton de Vaud, on avait fait des grandes manifestations à l'époque à Moscou, que j'ai contribué à organiser en particulier. Donc ça n'a pas de relation particulière avec Poutine, il était président, voilà. C'est pas parce que vous allez aux États-Unis que vous approuvez tout ce que les présidents Bush, Obama, Trump ou Biden ont fait. Donc, voilà. La même chose pour la Russie. On a toujours l'impression, ça c'est aussi un côté très trompeur, quand on parle de Russie, on a l'impression qu'il y a un seul Russe, c'est Poutine. Il y a 145 millions de Russes. C'est la même chose que si sous l'ère Trump, on disait « Ah, mais parce que vous allez aux États-Unis, vous êtes un pote à Trump ». C'est absolument ridicule, ce type de reproche. C'est ridicule dans le cas de Trump, c'est ridicule dans le cas de Poutine. Alors maintenant, je ne veux pas non plus
esquivé votre question, puisque Poutine, en l'occurrence, m'a octroyé une médaille, qui est un peu une Légion d'honneur, l'équivalent d'une Légion d'honneur qui était l'Ordre de l'Amitié. Je l'ai reçu en 2017. Je l'ai reçu, je n'avais pas de raison non plus de la refuser, je l'ai reçu comme on reçoit la Légion d'honneur, au fond pour service rendu non pas à Poutine, mais à la Russie, avec toutes ces expositions, tout ce que je viens d'évoquer. Par exemple, l'organisation de cette semaine culturelle et économique genevoise, la même chose pour le canton de Vaud en 2009. Donc, toutes ces activités, au fond, ont valu cet ordre de l'amitié. Mais quant à Poutine lui-même, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, je l'ai vu à certaines occasions. J'ai été une fois reçu à la Douma, j'étais au Forum de Saint-Pétersbourg, où il était présent. Donc je l'ai vu sur la scène, à côté, à quelques mètres. Mais enfin, il ne prend pas son café avec moi, et je ne prends pas mon thé non plus avec lui. Donc voilà. Et puis si on regarde aussi maintenant ce qu'on lui reproche, je pense qu'il a, si c'est aussi le sens de votre question, on lui reproche d'être autocratique. Je dirais sans doute. C'est vrai qu'il y a un côté, on va dire, un peu césariste dans sa manière de gouverner, qui n'est pas, disons, strictement, qui ne correspond pas forcément à notre conception de la démocratie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une vie politique extrêmement nourrie, avec de nombreux partis très différenciés, ça c'est une chose. Vous avez aussi une presse, on dit la presse n'existe pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous avez une presse diversifiée, aussi diversifiée que la nôtre. Certains, les chaînes de télé sont proches du pouvoir, mais est-ce que les chaînes de télévision françaises ne sont pas proches du pouvoir? Est-ce que vous avez déjà entendu des chaînes de télévision françaises qui dégommaient Macron? J'ai jamais entendu, personnellement. Mais disons qu'on dira qu'en France, par exemple, on n'enferme pas des opposants politiques ou des journalistes parce qu'ils sont contre. Ah bon? Et les gilets jaunes, est-ce qu'on les a pas? Il y a eu 70 blessés, des mains arrachées. La même chose, ils protestaient aussi pour leur liberté, on les a aussi enfermés, on les a relâchés après, comme d'ailleurs la plupart des manifestants en Russie. Alors, Navalny, oui, d'accord, Navalny c'est un cas, mais il faut aussi savoir pourquoi on l'a enfermé. Il a fait des malversations avec son frère. Alors après, on peut reprocher. C'est vrai que moi, je suis pas pour personnellement, je préférerais que Navalny soit libre, comme ça évite justement ce type de questions. Mais regardons aussi notre propre comportement. Monsieur Snowden, Edward Snowden, qui est-ce qu'il a reçu? C'est la Russie. Sinon, il serait enfermé à double tour dans une prison américaine. Assange, alors il y a le cas de la France, mais Assange, c'est quelqu'un qui a énormément contribué à faire sortir des histoires, des scandales, des crimes de guerre. Il croupit dans une prison anglaise au mépris de la loi anglaise. Donc la même situation qu'on reproche à Navalny, il faudrait la reprocher à Assange. Donc on fait exactement la même chose chez nous ou dans nos pays, heureusement pas en Suisse, j'espère qu'on évitera ça, mais dans les pays occidentaux qui se prétendent être des exemples et des modèles de démocratie, et on reproche à Poutine de faire ça avec Navalny. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que si on veut critiquer Poutine pour Navalny, dans ce cas, il faut faire la même chose avec le gouvernement anglais par rapport à Assange. Personnellement, ce que je trouve toujours injuste, c'est ce type de déséquilibre. De deux poids, deux mesures. De deux poids, deux mesures dans la manière qu'on a de voir les choses. Alors voilà, pour moi, la Russie n'est pas un pays idéal au point de vue, disons, des standards démocratiques, mais c'est un pays qui a beaucoup plus de composantes démocratiques qu'on veut bien le dire chez nous. Peut-être un petit retour en arrière sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé du fait que vous trouviez en Russie des vrais hommes et des vraies femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'était... pour répondre à votre question, oui, c'était une petite plaisanterie sur les dérives wokistes et LGBT, toutes les théories du genre auxquelles on assiste chez nous, que j'ai traité dans un livre qui est apparu il y a 6 mois, qui s'appelle la tyrannie du bien. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour dire qu'effectivement,
Alors, personnellement, j'entends, moi, j'ai rien, on ne va pas entrer dans le détail. Personnellement, moi, je pense que les gens ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, mais est-ce que ça relève simplement du domaine privé? Je n'arrive pas à comprendre que chez nous, nous passions une énorme partie de notre temps à se préoccuper de ce type de questions identitaires, alors qu'il y a d'autres urgences, pour moi, bien plus importantes. Il y a d'autres priorités. Puis en même temps, j'arrive pas à comprendre pourquoi on se focalise sur les identités de genre, par exemple, c'est le cas de la gauche, qui en fait tout un pataquès, on va dire, alors, par exemple, on fustige l'identité culturelle ou l'identité nationale. On vomit l'identité nationale comme étant un suppôt de je ne sais pas quoi, un extrémisme, puis en même temps, on se vautre dans l'identité de genre sans aucune retenue. Je trouve qu'il y a aussi des contradictions. Soit on laisse aux individus librement choisir leur identité sexuelle, leur identité de genre, leur identité culturelle, etc. Et on n'intervient pas. Là, de nouveau, c'est un peu double standard. 2 poids, 2 mesures. Personnellement, je trouve ça inconséquent. Alors je dirais que la société russe, pour le moment, est épargnée par ce type de problématiques et ça fait aussi du bien, quoi. C'est-à-dire que c'est assez conservateur par rapport à ces questions, mais donc aussi le gouvernement russe a pris certaines mesures pour encourager la famille. Alors on peut juger ça conservateur, personnellement ça ne me gêne pas du tout. Oui, si c'est conservateur, c'est un conservatisme que personnellement j'assume. Mais je l'assume un peu par souci d'équité, d'égalité de traitement, parce que je trouve que c'est pas tel. Quand je vois aussi ces questions qui viennent sans arrêt sur le devant, dans les grands conseils, on est plein de motions franchement, ça pose des questions. Qu'on interrompe aussi des conférences universitaires ou qu'on interdise à des universitaires de s'exprimer, alors même que la liberté académique est censée justement les protéger, je trouve que c'est des dérives inadmissibles. Après, si on veut taxer ça de conservatisme, parce que conservatisme, c'est toujours vu comme une injure. Dans la bouche des gens qui l'expriment, c'est une injure. C'est comme le populisme, enfin, c'est comme le nationalisme, c'est toujours présenté comme une injure. Bon, alors, si ça leur fait plaisir, tant pis pour eux. Moi, ça ne me gêne pas et j'assume tout à fait, le cas échéant, de passer pour conservateur sur ce plan-là. Ouais. Vous disiez rentrer d'un voyage en Russie il y a quelques jours. Durant ce voyage, quelles ont été vos impressions un peu de comment les Russes vivent la situation actuelle par rapport au conflit en Ukraine, par rapport aux sanctions internationales? Comment vous avez senti le pays par rapport à cette actualité? Alors, les Russes vivent tout à fait normalement. C'est la première chose, comme ils disent, normalement, quoi, comme on dit en Russie. Alors, bon, l'effet des sanctions ne se fait pas encore sentir. Les derniers chiffres, ils ont paru ce matin, sur la situation économique en 2022, c'est moins 2,3% de baisse du produit national brut. C'est la même chose que sous le Covid. Donc, franchement, il n'y a pas de différence par rapport à la première année du Covid. Donc, c'est pas du tout, c'est pas rien, naturellement, mais ça n'est pas très significatif. Et pour l'instant, en tout cas, ça s'observe pas dans la vie de tous les jours. Alors bon, il y a certains produits qui sont un peu plus chers, enfin bref. Un peu d'inflation comme chez nous, quoi. Il y a un peu d'inflation, naturellement. Certains produits qu'on ne trouve plus, comme des marques de luxe, certains magasins de luxe qui ont fermé, mais pour tout le reste, il n'y a pratiquement pas de changement. En tout cas, pas pour le moment. Ça peut venir, ça viendra sans doute, mais enfin, ce n'est pas, en tout cas, pas du tout la catastrophe annoncée par monsieur Bruno Le Maire au mois de mars cette année. Qui voulait mettre à genoux l'économie russe. Voilà. Puis après, sur le plan, on va dire, plus sociétal ou familial, des relations personnelles, enfin de l'attitude personnelle par rapport à la guerre. Alors, il y a aussi beaucoup de points de vue. Une majeure partie de la population soutient, on va dire, l'activité ou l'opération militaire en Ukraine, soutient Poutine. Je crois que le dernier sondage, il était à 72% de soutien, ça date d'il y a une dizaine de jours.
j'ai vu passer ça. L'opération militaire, à peu près la même chose, ce qui veut dire naturellement que s'il y a 72%, il y a 28% qui ne soutient pas. Donc, ce qui montre aussi qu'il y a des oppositions, puis que ces oppositions s'expriment aussi. Alors, dans un cadre, effectivement, limité, puisqu'on n'a pas le droit de critiquer l'armée, etc. Mais enfin, dans la discussion avec les gens, il y a des gens qui ne partagent pas ce point de vue et qui le disent. J'ai assisté au mois de juin à un colloque scientifique à Saint-Pétersbourg, où il y a des gens qui faisaient part de leur scepticisme et même de leur critique par rapport à ça. Donc on peut s'exprimer. Et puis tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Donc voilà, dans les journaux aussi, il y a des débats, mais il y a aussi... puis il y a aussi alors le problème dans ces 28%, il y a des gens qui sont évidemment opposés, mais il y a aussi des gens qui trouvent que c'est pas assez. Il y a aussi des extrémistes qui sont bien plus extrêmes que l'actuel gouvernement ou que Poutine lui-même. Ça, on oublie de le voir. Et il y a des nationalistes purs et durs en Russie qui souhaiteraient bien plus de guerre ou bien plus que l'action militaire soit bien plus forte que ce qu'elle est. Ils voudraient annexer l'Ukraine, par exemple, simplement. Oui, par exemple. Donc ça, il faut aussi le prendre en considération, bien que ce soit jamais explicité. Évidemment, c'est pas mon point de vue, mais enfin, ces gens-là existent et même se font beaucoup entendre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc c'est plus... Maintenant aussi, ce qui est intéressant, ce que j'ai remarqué, j'avais pas remarqué au mois de juin, mais que j'ai remarqué là, c'est que les Russes, la société russe et le gouvernement aussi, est en train de prendre conscience que ce conflit va s'installer dans la durée. Parce qu'on a toujours l'espoir qu'il y aurait des négociations ou que les opérations militaires allaient soit dans un sens ou dans un autre, mais enfin se conclure relativement rapidement, ou que des négociations allaient se mener, comme ça avait d'ailleurs été le cas fin mars. Donc ce n'était pas complètement exclu. Mais maintenant, je crois que tout le monde est en train de prendre conscience, de part et d'autre d'ailleurs, mais aussi dans la société russe, que le conflit est parti pour durer. Sur le plan militaire, naturellement, personne ne le souhaite, que ça dure trop longtemps, mais le conflit, on va dire économique, culturel, la césure avec l'Europe, ça je crois que la prise de conscience est là. Et c'est aussi un drame pour les Russes, parce que les Russes sont très pro-occidental. Même Poutine lui-même. Au fond, le régime de Poutine, qu'on critique toujours ici, mais si on regarde objectivement, il est à la fois assez souverainiste, il défend une vision nationale ou patriotique de la Russie, mais en même temps, il est très ouvert à la Russie. Alors on ne veut jamais voir cet aspect. Mais sur le plan économique, c'est les recettes néolibérales européennes qui sont appliquées. Les oligarques viennent en vacances à Courchevel. Ils ne vont pas en vacances, je ne sais pas où, en Afrique ou en Thaïlande. Donc, et toutes les relations culturelles, tout ça, scientifique, tout ça se fait avec l'Occident. Et pour les Russes, c'est aussi dramatique de voir ce rejet de l'Occident. Ils ont très mal vécu ce qu'ils ont pris pour une haine et un rejet de notre part. Quand on a coupé tous les ponts, quand on a censuré les chaînes de télévision, on vient encore d'en censurer 6, on avait censuré 2 au mois de mars, on vient de censurer toutes les chaînes de télévision russes. Mais c'est inouï. Les Russes n'ont pas fait la même chose, au fond. Et qu'on censure les pièces de théâtre, la culture, les voyages, les visas, les Russes restent ouverts. D'ailleurs, il y a toujours des touristes suisses et occidentaux qui vont en Russie. C'est pratiquement impossible à un Russe de venir chez nous. C'est théoriquement possible, dans les faits, c'est presque impossible. Donc c'est inouï. Et ça, c'est vécu comme une violence que, au-delà de la guerre, que de notre part, sans aucune raison, parce qu'on n'a pas de raison de sanctionner un peuple pour ce que fait son gouvernement ou même son armée. Donc là, il y a quelque chose qui... Mais voilà, ils sont en train de prendre conscience de ça. Et puis d'un autre côté, ils sont aussi en train de prendre conscience des manques ou de l'incompétence de certains cadres de l'armée et du gouvernement.
il y a eu beaucoup de critiques d'ailleurs, y compris par exemple de Kadyrov, je crois que c'était au mois de septembre ou d'octobre. Kadyrov qui est Kadyrov, c'est le président de la Tchétchénie et qui est le chef d'une unité militaire extrêmement active en Ukraine, donc du côté russe, hein. Et puis qui est un musulman pur et dur, mais qui est aussi un russe qui aime la Russie et qui se bat pour la Russie. Là aussi, c'est encore un de ces paradoxes typiquement russes, où on voit des musulmans, qui pratiquent la charia chez eux, mais qui en même temps se reconnaissent dans la Fédération de Russie et qui se battent aux côtés des Russes. Tout ça pour dire que là aussi, il y a eu un peu un mécontentement et que maintenant se met en place toute une structure de bénévoles. Il y a des milliers de bénévoles qui ne sont pas des combattants, mais qui viennent en aide aux soldats du front, qui apportent des vivres, du chocolat, des habits, toutes sortes de trucs. Il y a des convois entiers et ça se mobilise dans les magasins. On récolte des trucs. Donc la population, contrairement à ceux qui pensent que le régime va tomber, que l'armée russe va s'effondrer, je suis désolé pour eux, mais ce ne sera pas le cas. Donc ils se mobilisent pour venir en aide à leurs soldats, mais au fond en court-circuitant l'appareil d'État. Et ça, c'est un phénomène que je trouve intéressant. C'est pas un phénomène politique, c'est un phénomène humain, on va dire. Parce que justement, vous disiez qu'il y a beaucoup qui critiquent un peu ce qui se passe dans l'armée, qui se passe... Oui, parce que la Russie, c'est un pays comme nous, c'est comme chez nous, au fond. Je dis, à force de focaliser tout sur Poutine, on se trompe complètement. Donc, ça discute partout. Et ça peut critiquer, plus ou moins, durement ou pas. Enfin, toutes les opinions se retrouvent. Et on peut aussi, les 3/4 des Russes soutiennent l'opération militaire, mais ça ne les empêche pas aussi d'avoir des critiques ponctuelles sur telle ou telle question militaire, ou ceci ou cela, comme on pourrait l'avoir chez nous. Et ça n'empêche en rien non plus de continuer à être des patriotes, et peut-être, j'en sais rien, de continuer à voter Poutine le cas échéant, ce que je ne peux pas non plus savoir. Mais voilà, donc il y a une vie qui est beaucoup plus intense que ce qu'on veut bien reconnaître ici. Dans nos médias, il y a beaucoup d'articles qui sont publiés qui critiquent la propagande russe concernant cette guerre. Propagande russe sur tous les fronts, via RT, via des intellectuels, comme beaucoup disent que vous êtes membre de cette troupe. Mais comment, au-delà de cet aspect-là, dont vous avez déjà peut-être parlé, quelle est véritablement la réalité de cette propagande russe ? Est-ce qu'elle est aussi élaborée qu'on le dit en Occident, ou finalement est-ce que c'est pas très efficace au fond sur le terrain? Alors, la propagande russe, elle est pas, pour répondre à votre question, c'est exactement le pendant de notre propagande à nous. Elle est symétrique à la nôtre, mais en moins efficace et en moins élaborée. Et puis, parce que il faut bien se mettre dans l'esprit que les Russes n'ont absolument pas de talent. Ils ont beaucoup de génie dans beaucoup de domaines et beaucoup de talent dans beaucoup de domaines, mais ils sont absolument incompétents, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire, en matière de communication, en matière de marketing. Ce n'est pas des gens de marketing. Vous avez un exemple, par exemple ? Même dans la vie courante, même pour les entreprises. Moi, j'ai croisé des dizaines de savants et d'inventeurs russes, mais immédiatement, ici, on créerait une start-up avec de ceci, cela, on ferait du marketing pour vendre cette invention, alors qu'en Russie, mais c'est absolument pas leur truc. Et ils n'ont même pas idée de le faire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils se font pomper énormément d'inventions. Je rappelle quand même qu'un des fondateurs c'est Google, je crois, c'est Sergey Brin, ouais. C'est un Russe. Il y a beaucoup de Russes qui ont vendu ou plus ou moins vendu leurs inventions, qui sont à l'origine des GAFAM, dont on ignore même le nom. Donc c'est des gens extrêmement doués pour inventer, mais pas pour vendre. Ils savent pas vendre ni se vendre.
alors que nous, c'est quasiment un instinct. C'est devenu un instinct. Donc la propagande, on va dire, est un peu la même chose, l'information. C'est un peu brut de décoffrage, et donc de ce point de vue-là, ça ne marche pas, mais parce qu'ils n'ont pas de goût non plus à ça, ils pensent que ce n'est pas non plus utile. Une autre remarque, ça c'est une amie qui travaille, qui est productrice d'émissions de télévision, qui est dans la culture, qui me disait, mais vous, nous, en Russie, on a une particularité sur vous, c'est qu'on ne croit pas à notre propagande, on ne croit pas à ce que l'État nous dit. On a été habitués sous le régime soviétique à ce qu'on nous bourre le mou, vous pardonnerez l'expression, donc on ne croit plus ce que l'État nous dit. On ne croit pas quand l'État veut nous vendre quelque chose, on y croit pas, on y cause toujours, voilà, mais ça ne nous empêche pas de penser. Alors que vous, au contraire, vous croyez à votre propre propagande. Vous laissez intoxiquer par votre propre propagande parce que vous n'avez pas encore pris conscience que votre État peut vous mentir et que vos médias peuvent vous mentir. Alors, c'est peut-être une anecdote, ça concerne peut-être peu de gens, mais je la trouve aussi assez éclairante à voir comment nos médias réagissent, par exemple, dans la couverture de ce qui se passe en Ukraine, de la guerre en Ukraine, de façon totalement unilatérale, sans aucun sens critique par rapport au gouvernement Zelensky. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir les Ukrainiens, on a le droit de le faire, évidemment, mais de cette façon aussi unilatérale, sans aucun sens critique, c'est absolument inouï. J'ai jamais vu ça en 42 ans de journalisme. Donc on s'auto-intoxique à notre propre propagande, à nos propres émotions. Et ça, je trouve qu'il y a quelques questions à poser. Puis je terminerai encore, pas être trop long, que les Russes, au fond, sont en train de prendre acte que l'Occident ne veut plus d'eux et les rejette, et probablement pour longtemps. Donc du coup, ils ne s'intéressent plus du tout à nous. Ils ne s'intéressent pas au fait de vouloir nous convaincre, parce qu'ils savent que c'est absolument peine perdue. On a censuré tous leurs médias. Ils n'ont plus aucun canal, ils n'ont plus de canaux pour s'exprimer, puisqu'on a tout censuré. Là, de nouveau, on dit la propagande russe. Mais de quoi a-t-on peur? Pourquoi est-ce que les télévisions russes qui s'expriment en russe, où il y a 0,3% de notre population qui peut les comprendre, sont si dangereuses qu'il faille les interdire? Mais c'est incompréhensible. Est-ce qu'elles diraient un tout petit peu la vérité? Est-ce qu'on a tellement peur que cette propagande exprimée en russe pourrait quand même contaminer nos esprits? Mais c'est invraisemblable. Qu'on censure RT, Sputnik, qui sont en français, ça pourrait encore, à la rigueur, se comprendre, bien que quand même, je veux dire, ce soit un coup de couteau dans un droit de l'homme, qui est la liberté d'expression. Et là aussi, on s'en fiche complètement. On reproche aux Russes de bafouer les droits de l'homme, mais quand nous le faisons en censurant des médias, là, ça pose aucun problème, personne n'en parle, il n'y a aucune discussion, tout va bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que les Russes ont pris acte que justement, l'Occident vit dans une espèce de bulle, complètement centrée sur lui-même, complètement narcissique, qui est pratiquement impossible à percer. Donc ça ne vaut pas le coup de s'y essayer. Donc elle se tourne aussi, les Russes se tournent plutôt vers tout le reste, c'est-à-dire vers tous les autres pays du monde. Et si vous regardez l'efficacité du narratif, j'aime pas le mot propagande parce que c'est encore une manière toujours de noircir un camp. Sous-entendu, nous on fait de l'information et eux font de la propagande. C'est encore cette vision noir-blanc. Parlons plutôt de narratif. Le narratif russe passe extrêmement bien, est extrêmement bien accueilli dans la majeure partie des pays d'Afrique, dans la majeure partie des pays d'Amérique latine. Moi, mes modestes articles, j'en ai fait un récemment, vendredi, pour ne pas le citer, dans Bon pour la tête. Il était traduit en brésilien dans les 24 heures qui suivaient, en espagnol, diffusé en Afrique, enfin, etc. Ça ne portait d'ailleurs pas là-dessus, hein, pas sur le conflit. Mais pour dire, donc, les Russes sont très actifs et très efficaces dans ces pays-là, mais naturellement, comme nous ignorons complètement le reste du monde, nous ne nous intéressons absolument pas à ce qui se passe
en Amérique latine, en Afrique, en Asie, ben, on ne voit pas. Mais, pour répondre à votre question, si propagande russe il y a, si narratif russe il y a, il est totalement inefficace chez nous, pour les raisons que j'ai dites, mais très efficace dans le reste du monde. Et je rappelle que le reste du monde, c'est à peu près 75% de la population mondiale. Et comment vous expliquez cette russophobie, cette bulle dans laquelle se trouve l'Occident? Vous avez écrit un livre sur la question. C'est une longue histoire, apparemment. Oui, c'est une très longue histoire. Mais en quelques mots, comment vous expliquez la continuation de ce phénomène? Oui, bon, dans ce livre, j'ai essayé de faire un rappel historique et géopolitique, puis je fais remonter ça à Milan, à Charlemagne. Parce que j'explique qu'au fond, les origines de cette russophobie remontent au fond au schisme religieux entre catholiques et orthodoxes, schisme qui a eu lieu officiellement en 1054, mais qui avait d'abord été initié au tout début par Charlemagne, qui n'avait pas réussi à le faire, mais enfin qui a été le premier initiateur. On va dire, on ne va pas refaire toute l'histoire. Là, je vous renvoie à mon livre. Mais cette césure religieuse est restée très profonde et très active jusqu'à aujourd'hui. On voit d'ailleurs qu'elle coupe l'Ukraine en deux. Ce qui se passe en Ukraine, c'est le fondement, ça remonte jusqu'à ce schisme, puisque vous avez une partie de l'Ukraine qui est catholique, uniate, rattachée à Rome, et l'autre qui est orthodoxe. Et que donc la coupure passe au milieu, et que 1000 ans après, eh bien, vous avez toujours ces deux mondes qui s'entrechoquent, qui n'arrivent pas à se comprendre, ou quand il y a des tensions qui finissent en guerre ouverte, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça n'est pas anodin. Alors je vous passe les détails, mais c'est juste pour montrer que c'est quelque chose qui est assez profond. Et dans le livre, après, j'explique en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, comment ça s'est ancré dans l'anticommunisme, sous prétexte d'anticommunisme. Enfin, on pouvait lutter contre le communisme, évidemment, moi je ne suis pas communiste, mais on a aussi utilisé l'anticommunisme pour faire pression contre la Russie, de façon, on va dire, légitime à une certaine époque, en revanche beaucoup moins légitime aujourd'hui que le communisme a disparu. Je rappelle quand même que ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de communisme au pouvoir en Russie, mais qu'on continue à penser en Occident comme si on avait toujours. Et vous avez des hystériques pro-ukrainiens et anti-russes aujourd'hui qui continuent à se croire dans la guerre froide. Ils raisonnent comme il y a 35 ans. Donc c'est un peu particulier. Bon, il y a toutes ces raisons historiques et géopolitiques. Si on en revient aujourd'hui, au fond, c'est que l'Occident, pour moi, n'accepte pas de perdre son magistère sur le reste du monde. Au fond, l'Europe a dominé le monde au temps des colonies. Il a perdu ce magistère par sa faute. Après les 2 guerres mondiales, elle s'est autodétruite dans ces 2 guerres mondiales, si bien qu'elle a perdu son empire, ses empires, après la Deuxième Guerre mondiale, empires au pluriel qui ont été récupérés par l'empire ou le néo-empire américain, qui est devenu, après la chute de l'Union soviétique, le dernier empire restant, et donc ultra dominant. Et les États-Unis, alors, je ne veux pas non plus noircir les États-Unis parce que de nouveau, ce n'est pas les gentils Russes et les méchants Américains. Ce que je reproche, qu'on reproche à la Russie, je ne veux pas commettre la même distorsion à l'égard des États-Unis. Donc, j'essaie quand même d'être équilibré. Mais enfin, les États-Unis se retrouvent dans une situation de monopole exceptionnelle au début des années 90. Et au fond, et dans le sillage des États-Unis, naturellement l'Europe, et au fond, on manque la chance, enfin la chance qui aurait dû être saisie de faire au sein des Nations Unies une nouvelle architecture de la sécurité mondiale à la fin de l'Union soviétique, en donnant aux nouveaux États issus de la faillite ou de la chute de l'Union soviétique, qui émergeaient sur la scène internationale et qui sont devenus membres des Nations Unies. D'ailleurs, même chose après l'éclatement de la Yougoslavie. On a vu aussi que ça s'est passé dans la douleur. On a perdu l'opportunité de créer une nouvelle architecture de sécurité
européenne, on va dire mondiale. Et cette chance, elle a passé. Et parce que pourquoi on s'est gargarisé, on a été ivre de notre propre puissance. Comme ça qu'il faut s'exprimer. On a cru que l'ère libérale, démocratique, c'est la thèse de Fukuyama, la fin de l'histoire, la fin de l'histoire allait l'emporter et que tout finirait dans la béatitude absolue d'un monde mondialisé, néolibéral. Or, pas du tout. On a vu que ce qu'on n'avait pas réussi à faire, que les tensions qui avaient été mises de côté pendant quelques années, ressurgissaient de façon totalement compréhensible, même si on s'en est pas rendu compte, mais ressurgissaient parce qu'on avait raté cette occasion. Et comme maintenant, on ne peut pas accepter qu'on perde cette hégémonie, certains appellent ça hégémonie, Sapin comme Védrine appelle ça hyperpuissance américaine, Raymond Aron parlait de république impériale américaine, peu importe le nom, eh bien on a de la peine à accepter qu'un monde multipolaire émerge. C'est-à-dire que d'autres civilisations, ou d'autres groupes, ou d'autres États, comme la Chine, comme la Russie, comme les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, dont on voit avec ce qui se passe notamment en Arabie Saoudite et dans les Émirats, qui sont en train de se redonner une marge de manœuvre, on va dire, sur l'échiquier mondial, le Brésil, enfin les BRICS, tous ces pays aspirent à être davantage reconnus sur la scène internationale. Or, on les en empêche. Et quand on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On provoque des coups d'État. On provoque des renversements de régime. C'est intolérable. Ce qu'on a fait ces 20 dernières années avec nos interventions militaires en Afghanistan, en Syrie, au Yémen, ça continue donc au Yémen, en Irak, etc. En Libye. En Libye, c'est invraisemblable le nombre de guerres que nous avons provoquées ou de changements de régime, de coups d'État qu'on a provoqués, notamment celui d'Ukraine en 2014. Tout ça, ça a des conséquences. Et ces conséquences, on les voit aujourd'hui, où malheureusement une guerre revient sur le continent européen. Pourquoi? Parce qu'on a organisé un coup d'État en Ukraine en 2014 pour renverser le gouvernement légal démocratiquement élu, reconnu par nous, reconnu par tous les Européens. On l'a renversé à la faveur de ces événements de Maïdan, organisés par les États-Unis, Madame Victoria Nuland, qui est toujours en place maintenant, qui a mis en place le nouveau régime, comme elle l'a révélé sur les coups de téléphone qu'elle a passés à l'époque avec Yatsenyuk, qui était devenu le premier ministre putschiste en Ukraine. Où elle disait « fuck the EU ». Pardon? Où elle disait à ce moment-là « fuck the EU ». Où elle disait « fuck the EU », donc... j'ose pas traduire ça en français parce que... Les auditeurs comprendront. Les auditeurs comprendront d'eux-mêmes. Donc, vous voyez dans quel type de monde on vit. Donc, tout ça, forcément, a des conséquences et malheureusement, on en paye le prix aujourd'hui. Les Américains qui ont aussi, c'est une de leurs grandes stratégies géopolitiques en Europe, qui ont tout fait pour éviter que l'Europe et la Russie se rapprochent économiquement, culturellement. Ben oui, c'est une thèse qui a déjà été beaucoup expliquée, notamment depuis le mois de février, mais qui est une thèse effectivement établie et ancienne, puis qui est documentée. On peut voir dans les archives, dans les livres qui ont été publiés, mais pour résumer, c'est la thèse de Wolfowitz, la doctrine Wolfowitz, donc qui était le chef du Conseil de sécurité de Bush, père, et puis avec Dick Cheney, qui avait été des artisans de ça, et surtout la thèse de Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, qui a écrit dans son fameux livre Le Grand Échiquier, paru 95-97 en français, qui explique que la mission divine des États-Unis, c'est de diviser, de séparer l'Ukraine, c'est noir sur blanc, séparer l'Ukraine de la Russie, parce que c'est le moyen pour les États-Unis d'assurer sa puissance mondiale et d'empêcher les Européens, et notamment l'Allemagne, de se rapprocher de la Russie, parce que si on met ensemble le potentiel de l'industrie allemande avec le potentiel énergétique
Les matières premières. industriels, de matières premières de la Russie, eh bien, on créerait un pôle eurasiatique qui serait plus fort que les États-Unis et qui pourrait supplanter les États-Unis à terme. Donc c'est écrit noir sur blanc. Ce programme a été mis à exécution par les néoconservateurs américains depuis les années 90, pas à pas, lentement, avec la progression de l'OTAN en Europe de l'Est jusqu'à la frontière de la Russie, qui s'est faite graduellement pendant 15 ans, entre 1993 et 2004, enfin jusqu'à aujourd'hui, avec le Monténégro et récemment la Macédoine qui vient d'y entrer. Donc c'est un plan tout à fait établi qui a été patiemment construit comme ça pendant ces 15 ans et qui naturellement a aussi contribué à mettre les Russes sur les pattes de derrière et à déclencher cette funeste opération militaire. Parlons un peu d'Europe maintenant quand même, puisque donc, vous avez déjà expliqué que l'Europe effectivement s'est autodétruite lors de 2 guerres mondiales. Pour revenir sur votre parcours, vous avez été militant européen dans les années 90 pour que la Suisse adhère à l'Union européenne, en tout cas devienne membre de l'espace européen. Et aujourd'hui, vous avez vous avez changé de vision, vous êtes devenu un peu souverainiste. Comment ça s'est passé, cette évolution? Comment vous... Alors, je dirais que moi, je n'ai pas changé du tout. Je reste un pro-européen convaincu, comme je l'étais il y a 30 ans, mais que c'est l'Europe qui a changé. Alors après, on pourra dire que c'est une pirouette, peut-être, mais je vais essayer de m'expliquer. Effectivement, moi, j'étais pro-européen. J'ai même contribué à lancer la première euro-initiative en faveur d'une adhésion de la Suisse à l'Europe. C'était en 91? Oui, en 91, 92. Et voilà. Et je reste un pro-européen convaincu. En revanche, j'ai, et là je l'avoue, totalement changé d'avis sur la capacité de l'Union européenne à pouvoir réaliser cet objectif. Pourquoi? Parce que, alors, on peut prendre des aspects plus anecdotiques, mais quand on regarde, moi j'étais un fan de Jacques Delors, pour moi, qui a été le dernier grand président de la Commission européenne, parce que justement, c'était encore de cette génération des pères fondateurs qui avaient des visions. Visions de ce que devait être le continent, mais dans tous les sens, pas seulement au point de vue économique, au sens culturel. C'était une vision aussi un peu gaulienne, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, qui incluait d'ailleurs la Russie. Mitterrand avait d'ailleurs souhaité créer avec Gorbatchev cette maison commune européenne avec la Russie. Enfin voilà. Donc cette dimension-là, elle existait encore en 1992 quand la Suisse a voté. Moi, c'est cette Europe-là que je souhaite et pour laquelle je m'étais engagé, pour une Europe qui va du Portugal à l'Oural et qui inclut aussi la culture, pas seulement juste du commerce, parce que c'est ça l'Europe. Alors tant mieux, ça a bien réussi au point de vue commerce, mais enfin il n'y a pas que le commerce dans la vie. Donc on voit que voilà, tout ça a été oublié, toutes les autres dimensions humaines, culturelles, sociales, politiques ont été mises de côté. C'est inouï. Et en plus, quand on voit ceux qui ont succédé alors je ne veux pas être méchant, mais la commission Santer, avec le scandale d'Édith Cresson, finit dans le scandale, justement. Après, il y a eu un type qui est resté quelques mois. Après la commission Barroso, ce type, mais c'est invraisemblable. Il a vendu l'Europe aux multinationales, aux banques, et il finit sa carrière en étant président de Goldman Sachs. Et c'est lui aussi qui, en 2013, a provoqué un peu ce qui s'est passé en Ukraine, parce qu'à ce moment-là, l'Europe a fait du chantage sur l'Ukraine et sur le président de l'époque, Yanukovych, en disant « c'est ou eux ou nous, vous devez choisir l'Ukraine, vous ne pouvez pas choisir ». Alors que l'Ukraine est justement entre la Russie et l'Europe, vous ne pouvez pas être un pont entre les deux pays. Non, vous devez choisir, c'est soit l'Union européenne, soit la Russie. Franchement, mais qu'est-ce que c'est que ce type de chantage? Qu'est-ce que c'est que ce type de gouvernance européenne? Et si on prend la suite avec le dernier
le dernier président. Maintenant, Von der Leyen, Ursula non, von der oui, Leyen. puis avant von der Leyen, le luxembourgeois. La même chose. C'est un spécialiste du secret bancaire luxembourgeois dont le nom est ressorti dans les LuxLeaks. Et maintenant, von der Leyen, c'est exactement du même tabac. Elle avait été compromise dans des scandales quand elle était ministre de la Défense. On la met à la Commission européenne. On voit qu'elle fait des affaires extrêmement douteuses avec son mari sur les vaccins. D'ailleurs, le scandale qui vient d'éclater, qui concerne cette vice-présidente grecque, on en parle beaucoup, mais on ne parle pas de von der Leyen, qui à mon avis, est tout aussi compromise que cette vice-présidente du Parlement. Donc là, silence radio. Mais qu'est-ce que c'est que cette direction, qu'est-ce que c'est que cette classe politique européenne depuis 30 ans? Vous parlez dans votre livre sur l'Union européenne. Alors ça, c'est un peu au domaine de l'anecdote, mais enfin, ça montre quand même un peu, c'est pathétique quelque part. Où sont les visions? Où sont la conception large? Comment on inclut? Non, on divise. On fait la guerre, on arme, etc. Mais au lieu de... La première mission, je trouve, de l'Europe, ce serait de se battre pour la paix, et non pas d'armer, d'avoir que le mot armée, guerre à la bouche. C'est inouï, franchement. Vous parlez pour dans moi, votre c'est livre. pas l'Europe dont je me sens proche, quoi. Et d'ailleurs, vous parlez dans votre livre sur l'Europe que l'Union européenne est une dictature économique et juridique douce mais bien réelle. Ben oui, parce que ça a été créé au fond pour mettre en place cet ordre néolibéral. Alors moi, j'ai rien contre le libéralisme économique, j'en suis plutôt un partisan. Mais le libéralisme implique la liberté de tous, pas seulement la liberté de la couche la plus favorisée ou des oligarques, parce qu'il faut les appeler comme ça. Là aussi, on pourrait d'ailleurs parler du mot oligarque, mais je vais faire une petite parenthèse justement là-dessus. On traite les milliardaires russes sont appelés des oligarques parce que le mot oligarque, c'est comme populiste, c'est un mot qui est dépréciatif, qui sert au fond à discréditer l'autre. Mais chez nous, les multimilliardaires, on ne les appelle pas des oligarques, on les appelle des philanthropes, comme M. Gates, on les appelle des entrepreneurs, on les appelle des businessmen, on les appelle des créateurs d'emplois. Mais c'est exactement des oligarques qui sont 10 fois plus riches que les fameux oligarques russes. Donc qu'est-ce que c'est que ce monde où on travestit le vocabulaire pour cacher une réalité qui est absolument, et des injustices qui sont absolument insupportables. Là aussi, c'est un autre... Enfin voilà, je referme la parenthèse. Mais tout ça pour dire que l'Union européenne s'est mise au service non pas d'un libéralisme bien compris qui permettrait de faire émerger des petites et moyennes entreprises, de la créativité, etc. Non, mais où on se concentre sur de très puissantes industries qui, par leur lobbying, deviennent les seules qui comptent, dont on prend en compte les intérêts. Regardez ce que fait le président Macron avec McKinsey. On licencie les hauts cadres de l'administration publique française hyper qualifiés pour confier les stratégies de la France à un groupe privé d'origine américaine, alors qu'on avait tout sous la main. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ferme l'État, qui avait beaucoup de défauts, mais donc on se prive de former les futurs cadres de l'État parce qu'on va probablement sous-traiter tout ça à McKinsey ou à d'autres. Mais où est-on? Et ça, personnellement, pour ça que je dis qu'il y a une espèce de dictature économique qui, évidemment, ne dit pas son nom. Mais on voit, par exemple, que la Cour de justice européenne, toutes les décisions qu'elle prend sont toujours en faveur du néolibéralisme le plus excessif. Prenons le cas de ce qui s'est passé dans le sport. Sous prétexte de libéraliser les marchés et d'introduire la concurrence, en fait, on attribue ces marchés à des cartels d'entreprises hyper riches. C'est donc il n'y a plus de concurrence. L'arrêt Bosman qui a libéralisé, soi-disant, le monde du sport, mais regardez ce que ça a donné. Ça a créé des clubs de foot hyper riches avec des
footballeurs payés 60 ou 80 millions d'euros par an, mais c'est sans aucune nécessité. Je ne dis pas qu'ils doivent mal gagner leur vie, mais ça n'est... Qu'est-ce qui justifie une telle débauche d'argent ou des patrons, même chose, qui gagnent des dizaines de millions par an? Rien ne le justifie. À l'époque, on disait, c'est Ford, je crois, qui n'était pourtant pas un tendre, hein, Henry Ford, qui disait le maximum de différence de salaire qu'il peut y avoir entre l'employé le moins bien payé et le plus payé, c'est 10, je crois. 10 ou 50, j'ai plus ça en tête. Peu importe. Admettons 50. Mais aujourd'hui, on n'est pas à 50. On est à 500. On est à 5000. Parfois, c'est 1 million de plus que le mieux payé gagne par rapport au moins payé. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Or, c'est ce type de néolibéralisme-là que défend l'Europe aujourd'hui. Moi, je ne peux pas me reconnaître là-dedans. Et je dis, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas socialiste, mais je trouve qu'un peu plus justement, on va dire, de vraie concurrence, de vraie compétition et un peu plus d'égalité serait vraiment nécessaire. Il y a la question de la souveraineté populaire, ou en tout cas de l'idée de nation. Qu'est-ce que les États comme la France, l'Allemagne ou les autres États de l'Union européenne peuvent faire en tant qu'État face à l'Union européenne, une fois qu'ils sont membres de... Oui, alors l'autre problème de cette Union européenne, c'est le déficit démocratique. C'est le fait, par exemple, qu'on a un Parlement qui est élu au suffrage universel, mais qui n'a pas le droit de faire des lois. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas être force de proposition dans le processus législatif? Non, c'est la Commission qui peut proposer les lois. Donc c'est le gouvernement qui seul... Mais ça, on appelle ça une dictature. Il faut appeler un chat, les choses par leur nom. Si un Parlement, en vertu de la séparation des pouvoirs établie par Montesquieu, entre exécutif, législatif et judiciaire, si le judiciaire est totalement soumis et si le Parlement n'a pas le droit de faire des lois, on n'est pas dans un fonctionnement démocratique de cette fameuse Union européenne. On est dans une dictature. Enfin, c'est une dictature peut-être bienveillante, comme on voudrait qu'elle soit, peut-être qu'elle est un peu bienveillante. Enfin, disons, elle n'aligne pas les gens sur un mur, heureusement, disons, elle n'emprisonne pas. On n'en est pas là, mais c'est quand même une dictature douce, quelque part. Et il faut appeler ça par son nom. On ne peut pas faire des reproches à Poutine si, dans nos institutions, on fait la même chose, sinon pire que lui. Quelles sont les marges de manœuvre des États membres par rapport à tout ça? Les États membres, normalement, ils ont tous les droits, puisqu'ils sont en dernière instance souverains à travers le Conseil, enfin les instances. Mais on voit que maintenant, la loi, dans cet emballement, et surtout aussi avec ce qui se passe en Ukraine, et cette totale soumission aux États-Unis, au fond, ça devient pratiquement impossible pour un État ou quelques États de faire valoir la différence, d'empêcher ou de mettre un veto à ce qui se décide. Donc là aussi, j'ai l'impression qu'on va plutôt vers un emballement, on va dire, dans une direction unilatérale, plutôt que vers un approfondissement, on va dire, de la démocratie. Parce que je rappelle quand même, la démocratie, c'est d'abord l'art de discuter, c'est d'abord l'art de constater les divergences, de les discuter, et ensuite de voir quel type de compromis on peut passer. On ne fait pas le compromis d'abord, comme c'est le cas maintenant. Sinon, c'est plus de fonctionnement démocratique. D'ailleurs, ce type de danger atteint aussi la Suisse, à mon avis. La Suisse garde, Dieu merci, encore beaucoup de qualité, on va dire, démocratique grâce à son fédéralisme, à ses partis, etc. Mais là aussi, il y a une espèce d'unanimisme. On l'a vu pendant la crise du Covid, on le voit, j'en ai parlé tout à l'heure avec la neutralité qui, personnellement, m'inquiète beaucoup. C'est une tendance générale dans les pays occidentaux. Pour moi, cette tendance vers l'autocratie. Ce n'est pas seulement ailleurs. Il ne faut pas regarder toujours la paille qui est dans l'œil chinois ou russe, il faut regarder aussi ce qui se passe chez nous. Et moi, c'est tout ce que je dis. Vous m'avez dit tout à l'heure, passer pour un apologiste de Poutine. Je n'ai jamais écrit un mot qui serait favorable à Poutine. Je n'ai jamais
proférer une parole ou écrire un mot qui soutiendrait Poutine ou qui ferait l'apologie de Poutine. Jamais. Vous pouvez chercher, jamais. Et on me dit ça. Ce que j'essaye de dire, et en tout cas, tout ce que j'essaye de faire depuis des années, c'est de dire arrêtons de regarder dans la paille dans l'œil chinois, russe ou je ne sais pas quoi, vénézuélien ou cubain, regardons ce qui se passe chez nous. C'est chez nous qu'il faut travailler, c'est pas ailleurs. Puis quand on aura fait le ménage chez nous, on pourra peut-être, si on veut donner des conseils ou dire aux autres comment ils doivent se comporter. Est-ce que le déclin de l'Europe est irrésistible ? Est-ce qu'on peut croire encore à l'Europe actuellement, dans l'état où elle est, dans sa médiocrité actuelle ? Oui, je suis très pessimiste pour être franc. J'ai l'impression que le moment est passé. J'ai l'impression que le moment européen est passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a raté cette grande opportunité au début des années 90. On aurait toujours eu une dernière chance de le faire si on avait voulu sérieusement appliquer les accords de Minsk à propos de l'Ukraine. Donc peut-être rappeler ce que c'est que ces accords de Minsk. Les accords, c'est important. Pourquoi ? Ces accords de Minsk prévoyaient, signés entre les républiques du Donbass et l'Ukraine sous l'égide de la Russie, de la France et de l'Allemagne, qui en étaient les garants, qui sont entrés dans le droit international puisque les Nations Unies, l'Assemblée des Nations Unies les a validés, devait prévoir une fédéralisation de l'Ukraine, le respect des minorités ukrainiennes et notamment des langues ukrainiennes qui ont été bafouées par ce gouvernement qui est arrivé au pouvoir en 2014 avec Poroshenko et Zelensky, qui a encore aggravé la situation avec les lois qu'il a fait passer depuis qu'il a accédé, de lois qui proscrivent le russe, enfin je passe sur les détails. Donc ces accords de Minsk n'ont jamais été appliqués et normalement ils auraient dû l'être. Et ce que vient de dire Angela Merkel il y a une semaine, j'entends, là aussi, on accuse aussi les Russes. Alors, ils ont leurs responsabilités dans tout ce qui arrive, évidemment. Mais quand on constate qu'Angela Merkel a déclaré au Zeit il y a une semaine, c'est juste un scandale. Qu'est-ce qu'elle a dit Angela Merkel a dit que les accords de Minsk, qu'elle avait signé les accords de Minsk en 2015, non pas pour arriver à une paix et à une Ukraine fédérale, respectueuse des minorités et tout ça, pas du tout, mais c'était pour gagner du temps, pour que l'Ukraine ait le temps de s'armer pour faire la guerre contre la Russie et récupérer la Crimée. Non, mais c'est un scandale. Personne, j'ai vu toute petite citation dans notre presse, mais rien du tout comparé au déluge d'articles pro-atlantistes qu'on voit tous les jours. Mais quand on constate ça, ça veut dire que dès le départ, les Européens voulaient, au fond, tordre les Russes, tromper, pour faire la guerre. C'est ça que ça veut dire. Armer l'Ukraine pour qu'elle puisse... Il faut voir le vrai sens des mots de ce que ça signifie. Ça voulait dire que l'Europe encourageait la guerre qui se passe maintenant. Donc ça donne tout à fait raison, si on est conséquent avec ça, à Poutine d'avoir pris les devants en attaquant. Du coup, ça légitime la guerre que les Russes ont déclenchée en février. Mais c'est aussi quelque chose d'inouï. Et je ne comprends pas qu'en Europe, personne se scandalise de ce type de choses. Mais dans le passé, il y a toujours eu des manifestations. Par exemple, la gauche, complètement silencieuse. La gauche, normalement, elle n'est pas militariste. Elle devient plus militariste. Les Verts sont plus militaristes que les militaristes. Ils sont plus militaristes que le chef d'état-major américain, le général Milley. Le général Milley, il y a une quinzaine de jours, disait « ce serait peut-être quand même bien qu'on lance des négociations en Ukraine ». Non, la gauche allemande, récemment, Mme Baerbock dit « il faut encore plus d'armes ». Mme von der Leyen aussi, encore plus. Non, on va soutenir encore. Il faut que... Non, mais c'est... Écoutez vos généraux, voilà. Ils sont peut-être moins insensés que vous. Voilà ce qu'on a envie de dire aux gouvernants des États et de la Commission européenne aujourd'hui, quoi.
Qu'est-ce qu'il vous faudrait faire, selon vous, pour rétablir une situation de paix entre l'Ukraine, du coup les pays aussi européens et la Russie? Il faudrait quand même revenir à la table de négociation. Alors maintenant, quand on dit ça, quand on est en faveur de la paix, on passe pour un traître, c'est le monde à l'envers. Hein. Et un pro-russe. Et un pro-russe, enfin, etc. J'en passe. Tous les qualificatifs les plus abominables vous sont adressés dès qu'on prononce le mot paix ou le mot négociation. Pourtant, un jour, il faudra bien y arriver. Parce que je ne crois pas beaucoup à des évolutions sur le terrain. Je pense que les Russes n'abandonneront absolument pas. Il faudra tuer 150 millions de Russes pour que l'Ukraine récupère la Crimée. Donc c'est juste, pour moi, exclu. Et quels pourraient être, selon vous, les termes de ces négociations? On les connaît, c'est de revenir grosso modo à ce qu'étaient les accords de Minsk. Cette guerre aurait pu être évitée. Ça veut dire quoi? Si on aurait pu éviter on avait appliqué ces accords. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est que l'Ukraine redevienne non pas un abcès entre l'Europe et la Russie, mais ça redevienne un pont, une passerelle, une sorte de Suisse. Donc ça veut dire neutre, ça veut dire pas de base militaire américaine en Ukraine, pas de missiles américains en Ukraine, ni d'ailleurs en Estonie et en Pologne, comme ça avait été d'ailleurs promis à Gorbatchev. Pourquoi? Parce que ça met en cause, ça met en danger, mais ça c'est un autre problème qu'on ne va peut-être pas aborder maintenant, mais l'équilibre nucléaire mondial. Mais c'est encore un autre problème, ça devra faire partie des négociations, toute cette situation nucléaire et ces bases militaires avec ces missiles nucléaires. Non seulement en Ukraine, mais aussi dans la périphérie proche de la Russie. C'est aussi un élément de négociation, précisément. C'est évidemment une fédéralisation de l'Ukraine, qui n'a jamais voulu être faite par les néo-nazis et les extrémistes nationalistes ukrainiens de l'Ouest. Qui ont pris le pouvoir en 2014. Qui ont pris le pouvoir, qui ont pénétré tous les rouages de l'État ukrainien. Alors on dit qu'il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine. Ils sont là. Si vous regardez les tatouages, ils ont pénétré tous les rouages de l'État ukrainien. On ne les voit pas, mais ils sont là. Et c'est eux qui donnent le là. Hein. À la fois aussi sur le plan militaire, avec les bataillons de représailles et dans les rouages de l'État. Mais peu importe. Donc si on revient à sur quoi devrait porter une négociation, on va dire. Fédéralisation, neutralité, base militaire, au fond c'est une nouvelle architecture de sécurité européenne, celle que j'évoquais, qu'on n'a pas réussi à faire, pour donner à la Russie des garanties dont elle a besoin et qui sont légitimes et reconnues d'ailleurs dans la Charte des Nations Unies. Et puis, naturellement aussi, pas de représailles contre la minorité russophone. À peu près 40% de russophones encore en Ukraine. Cette minorité, qui est quand même une très grosse minorité, ne doit pas subir de sévices ou de comment on dit, de stigmatisation. Discrimination. Elle doit pouvoir parler sa langue. Ça doit être une langue officielle ukrainienne. Je rappelle quand même que les russophones n'ont pas le droit de s'exprimer en russe dans les administrations, même s'ils ne savent pas l'ukrainien. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le russe dans toutes les administrations, les écoles, les commerces, etc. C'est-à-dire que le russe n'est plus reconnu comme langue officielle? Non, plus du tout, et même comme langue parlable, enfin, de locution quotidienne, autre que la famille, quoi. Donc, dans un pays, je dis, dont 80% de la population parle d'ailleurs le russe. Pour revenir à l'Europe, qui est quand même un des éléments majeurs dans ces négociations qui pourraient ou qui devraient être mises en place, vous avez prôné, ou en tout cas développé l'idée que l'Europe prenne l'exemple de la Suisse pour un peu se rénover, pour devenir une sorte d'État souverain ou d'État fédéral. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez toujours ou Oui, c'est une chose que, tout à fait, c'est dans ce sens-là que je verrais justement la contribution possible de la Suisse au débat européen. Et je rappelle que cette proposition avait été faite par les pionniers de l'Europe. Les pionniers de l'Europe, Koudenov, Kalergi, ces gens qui s'exprimaient dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, lorsque justement
l'Europe a pris conscience qu'elle s'était pratiquement, en partie autodétruite à la fin de la Première Guerre mondiale et qu'il y avait la nécessité de créer une entité européenne au-delà justement de ces querelles nationales, eh bien, s'était inspiré du modèle suisse. C'est aussi ce que de Rougemont, d'ailleurs, avait défendu avec justesse, d'ailleurs. Donc, ces gens-là avaient déjà l'esprit, enfin, on va dire le modèle, entre guillemets, suisse, ou l'esprit des institutions suisses à l'esprit, justement, en tête, pardon. Mais ça n'a pas été appliqué parce qu'avec Jean Monnet et ceux qui ont créé l'Europe, bon, peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, mais enfin, ils ont pris l'option de tout miser au fond sur l'économique en disant on fait d'abord l'économie, puis ensuite le politique et le reste suivra. Mais on voit que ça n'a pas suivi. Donc en fait, c'était une erreur, ou en tout cas on aurait dû réintroduire du politique tout de suite, le plus vite possible. Et puis après, avec l'échec de la CED, la Communauté européenne de défense, le militaire est aussi... Or, on a créé l'OTAN, qui est venu se superposer, et du coup, l'Europe a été complètement sortie du volet militaire. C'est les États-Unis qui ont pris le dessus. Donc là aussi, ça a tout de suite déraillé dès 1949, au fond. Voilà, maintenant, c'est difficile de corriger, mais il faudrait pourtant qu'on puisse revenir à ce côté-ci. Je rappelle quand même qu'une des premières décisions que la Suisse a prises, c'est aussi une anecdote que je raconte dans cet autre livre qui s'appelle « Le continent perdu » que vous évoquez, c'était un vote dans les années 1840, je crois, sur la couleur des uniformes de l'armée suisse. Évidemment, l'enjeu, ce n'était pas tellement la couleur des uniformes, c'était le fait d'avoir une armée, naturellement. Donc ça voulait dire que dès le départ, la Suisse est, on va dire, partie d'un bon pied, parce qu'elle n'a pas seulement abattu les frontières cantonales en matière économique, c'est-à-dire les péages, parce qu'avant, quand on passait d'un canton à l'autre, il fallait payer un péage. Donc on a supprimé, on va dire, les douanes internes, et ça c'était bien, comme a fait l'Union européenne, mais on a aussi tout de suite passé à la question militaire, aux questions politiques, etc. Il y a eu d'ailleurs des anicroches, des accros, comme la guerre du Sonderbourg. Ça n'a pas été non plus tout seul en Suisse. Enfin, on a réussi à dépasser tout ça, parce que dès le départ, on avait anticipé ces questions politiques, culturelles, etc. Après, on voit que la Suisse n'est pas non plus une panacée en matière de démocratie. On l'a vu avec le Covid notamment, ça n'a pas empêché de prendre certaines mesures. Alors la Suisse, malheureusement, elle est aussi sujette à des atteintes, à mon avis, graves au fonctionnement démocratique. Mais je pense qu'on a encore les moyens. Je dirais que pour nous, en Suisse, rien n'est perdu. Il y a une tendance, vous me demandiez tout à l'heure pourquoi l'UDC, parce que justement, elle se bat, à mon avis, dans ce sens-là. Alors, j'espère qu'il y en ait d'autres aussi dans d'autres partis, mais je pense que ce débat doit avoir lieu et il faut être très attentif. Mais je pense que la cause n'est pas perdue, quoi. Alors que sur le plan de l'Union européenne, j'ai l'impression que le délitement est plus prononcé, quoi. D'autant qu'il y a eu aussi, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, un déclin culturel assez faramineux de l'Europe, enfin de la culture européenne. Oui, il est arrivé à l'Europe, au fond, ce qui est arrivé à la Grèce antique, que j'explique aussi. La Grèce antique s'était détruite dans la guerre du Péloponnèse, qui avait opposé deux parties de la Grèce, une moitié de la Grèce contre l'autre. Disons, pour schématiser, c'était Athènes contre Sparte, les Spartiates contre les Athéniens. Mais derrière eux, il y avait les deux moitiés de la Grèce. La guerre a duré 30 ans, la guerre du Péloponnèse, entre 432 et 404, 28 ans. Et puis à la fin de ça, la Grèce était démolie, était détruite. Et au fond, c'est ce qui est arrivé en Europe, où on a eu une guerre civile qui a duré 30 ans, entre 1914 et 1945, 31 ans, on va dire, et non pas 28, mais enfin. Aussi en deux étapes, comme la guerre du Péloponnèse, il y a eu une paix entre deux, il y a eu une trêve de 8 ans dans la guerre. Ça n'a pas été continu. Et le résultat, c'est que l'Europe s'est détruite. Et les Grecs, qui avaient aussi conscience que leur monde
quelque part s'était écroulé, se sont dit plus jamais ça, on va essayer de plus se refaire la guerre, parce que c'est vraiment trop coûteux en hommes, en culture, enfin en tout. Et il faut qu'on évite ça. Ils ont essayé de faire des ligues, de créer des unions des cités-États grecques pour ne pas se faire la guerre. Des unions qui étaient, pour certaines d'entre elles, plus élaborées encore que l'actuelle Union européenne au niveau des institutions, de l'institution militaire. Il y avait des chefs de l'armée, donc c'était pas l'OTAN qui dépend des États-Unis, c'était des armées grecques. Bref. Et ça n'a pas réussi. Non, ça n'a pas réussi. Alors qu'il y avait une unité culturelle plus grande qu'aujourd'hui en Europe. Ça n'a pas réussi pour une raison assez précise, et ça nous ramène toujours à cette guerre et à la Russie, parce que dans ces ligues grecques, on a toujours exclu une partie des Grecs. Il y a toujours une partie des Grecs qui était absente de ces unions. Et ça crée des tensions telles que ça finit toujours en bagarre, ça finit toujours en guerre. Ça a duré un siècle ou deux comme ça. Et puis, quand il y avait une guerre, qu'est-ce qu'on faisait? On appelait à la rescousse une puissance étrangère, les Macédoniens, d'où Alexandre, ou les Romains. Là, il y avait un camp, ou les Perses, il y avait un camp qui appelait à l'aide. Et quand on appelle à l'aide une puissance étrangère, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette puissance étrangère finit par s'installer chez vous. C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, en Europe. Comme on n'a jamais su inclure la Russie, il y avait le communisme, on va dire, c'était difficile de digérer le communisme, je comprends. Mais comme on a raté cette occasion après la chute de l'Union soviétique, alors qu'il y avait tout pour qu'on réussisse, et que les Russes étaient prêts à le faire, eh bien, cette chance a été ratée. Et du coup, ça a recréé des tensions qui finissent par ce conflit. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est les puissances extérieures qui viennent à la rescousse. Les Russes n'appellent plus les Perses, ils ne sont plus là. Quoique, il y a toujours l'Iran, mais ils appellent les Chinois. Et nous, côté occidental, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle encore, pour la 4e fois de suite, les États-Unis. Les États-Unis qui sont intervenus comme les Romains. Les Romains étaient appelés 3 fois à l'aide dans la Grèce antique. Une fois en 212, la première guerre punique, une autre fois en 180, troisième fois la troisième guerre punique en 146. En 146, les Romains n'ont plus jamais quitté la Grèce, qui a été complètement vissée, verrouillée, qui est devenue une colonie romaine. C'est exactement ce que font les Américains aujourd'hui. Ils sont intervenus une première fois en 1917, une deuxième fois en 1941, une troisième fois en 1949 avec la guerre froide, une 4e fois en 2022. Ils seront là et c'est terminé. Pour moi, c'est pour ça que je dis je suis pessimiste sur l'avenir ou l'indépendance ou la souveraineté européenne. Pour moi, c'est terminé. L'Europe est quasiment annexée aux États-Unis. De facto, oui. Elle va l'être elle l'est sur le plan militaire, puisque maintenant tout le monde achète des F-35, y compris les Suisses. Elle le sera sur le plan économique, puisqu'au fond, l'Allemagne vient de totalement abandonner toute souveraineté économique pour au fond se laisser complètement annexer par les États-Unis sous forme d'achat de gaz. Elle se vantait la semaine dernière d'avoir inauguré en grande pompe son premier centre méthanier de regazéification. De liquéfaction du gaz américain. Mais enfin, quand je vois Scholz tout content de ça, mais je me dis, où il est, le pauvre? Il a perdu la raison. Alors qu'il y a du gaz russe 3 fois moins cher, où il suffit d'ouvrir le robinet à côté de chez lui. Je veux dire, si l'Europe veut absolument s'anéantir devant les États-Unis, libre à elle, elle le fait. C'est son choix. Mais personnellement, en tout cas, ce n'est pas l'Europe que je souhaitais en 1992. On a l'impression qu'une grande partie des populations se rend compte un peu de ces phénomènes. Il y a une dépolitisation assez conséquente, notamment des jeunes. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est effectivement une réaction à ces réalités-là? Ou est-ce que c'est aussi un ras-le-bol généralisé Je ne suis pas sûr que les jeunes se désintéressent de ce qui se passe. Je crois qu'ils sont un peu sidérés.
C'est plutôt comme ça. Je pense qu'ils se sont par exemple battus, pas mal battus, et j'étais assez d'accord avec ça, sur le thème de l'environnement, alors du réchauffement climatique. On peut discuter sur le réchauffement, etc. Personnellement, je trouve qu'il existe. Hein. Il n'y a plus d'hiver chez nous, ben voilà quoi. Donc je pense qu'on ne peut pas le nier. Après, de savoir si l'homme, si c'est le charbon qui a fait ça, c'est encore une autre discussion. Mais enfin, on a un problème face au réchauffement. Si on n'a plus de glaciers, on n'aura plus d'eau en été. Donc il va falloir le résoudre, ce problème. Bref, donc voilà. Et donc, on voit que aussi la biodiversité, la COP16 vient de se terminer sur la biodiversité, qui, à mon avis, est un problème encore beaucoup plus grave que celui du réchauffement climatique. Ils sont liés, mais pas toujours. Donc là, il y a des vraies thématiques et les jeunes s'en sont emparés. Tant mieux. Alors après, on peut critiquer. Moi, je n'étais pas une fan de Greta Thunberg, naturellement, mais enfin bon. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire qu'il y a une capacité de mobilisation. Puis tout d'un coup, le Covid vient, arrête tout, on arrête les cours universitaires. Donc tous ces jeunes se sont retrouvés complètement déphasés, coupés, je veux dire, isolés, vivant dans un univers dans lequel ils ne pouvaient plus se retrouver. Puis là-dessus, une guerre éclate en Ukraine. Donc, je comprends cette sidération. Je ne suis pas sûr qu'ils ne se ressaisissent pas un jour. Et j'espère que s'ils le font, ils le feront avec davantage de sens de l'équilibre et on va dire, de sagesse que la génération, que les gouvernants actuels, notamment dans ce conflit, pour voir que si on veut s'en sortir, il faut examiner toutes les facettes du conflit, pas seulement une seule, quoi. Et que, voilà, pour ce qui est de l'Europe aussi, peut-être qu'ils seront en mesure, je ne sais pas, de retrouver ou de se battre pour que l'Europe récupère une souveraineté, une indépendance, une autonomie. Pour moi, le rôle de l'Europe, c'est d'être un pont. C'est d'être un pont entre la Chine et les États-Unis. C'est d'être une passerelle. C'est de jouer aussi un rôle équilibrant, apaisant, de rassemblement, de discussion. C'est ça le rôle, la mission de l'Europe. Ça n'est pas de semer des bombes en Ukraine, ni d'envoyer des canons César tous azimuts en se félicitant qu'on ait bien encore cassé la figure à M. Poutine. C'est pas ça le rôle de l'Europe pour moi. Quand je parlais des jeunes, je pensais aussi au manque de confiance ou en perte de confiance dans l'autorité traditionnelle, que ce soit politique ou médiatique. Ouais. Concernant les médias notamment, comment rétablir cette confiance ? On a vu que, alors pendant le Covid, ça a été un moment un peu cristallisant comme ça, mais il y a une perte de confiance dans les médias traditionnels. Ouais. C'est quelque chose que vous constatez aussi Oui, pour venir aussi à la génération, ce qui m'inquiète un peu de la génération jeune, c'est justement la tendance au wokisme, parce que je discute avec mes nièces, voilà, et je vois que, alors, même si elles ne le sont pas, mais effectivement, il y a une pénétration de ces théories d'identité de genre. Donc, on voit ça, et c'est très, très présent chez les jeunes, où maintenant, on me racontait qu'on ne peut plus commencer une séance dans une association d'étudiants sans déclarer si on est un homme, une femme, un queer, etc. Donc ça pose un problème. Mais moi, je vois plutôt ça comme le signe d'un grand malaise. Je pense que ça finira par passer. Moi, quand j'étais jeune, tout le monde était marxiste, mais non, tout le monde était woke ou centré sur les histoires de genre. Je pense que c'est plus la traduction d'un malaise qu'autre chose qui me rend du coup aussi pessimiste à court terme et peut-être un peu plus optimiste à long terme. Maintenant, pour votre question, oui, sur les médias ou sur l'autorité médiatique. Oui, je pense aussi qu'un des problèmes de la jeunesse, mais aussi le problème de la population en général, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de repères dans notre société. Alors, il n'y a plus de repères pour se construire une identité, je viens d'en parler, mais il n'y a plus de repères aussi pour s'informer. Parce que les médias ont perdu toute crédibilité, malheureusement. En épousant une seule cause, la cause covidienne au moment du Covid, sans aucune remise en question, aucune critique, rien. Là, la cause ukrainienne, sans aucune non plus question, sans rien, on voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond,
quelque part. Les gens le sentent, alors peut-être qu'ils ne peuvent pas l'exprimer, peut-être qu'ils ont d'autres soucis en tête, etc. Mais ça, c'est diffus. Et si je le ressens, d'autres doivent le ressentir, même si socialement, ils vont applaudir, ils vont être derrière le Conseil fédéral, gna, 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 gna. Mais je pense que ce malaise existe, et il existe aussi chez les jeunes. Et tant qu'on ne retrouvera pas, je dirais, non pas cette vérité, mais cette honnêteté, tant que nos médias ne retrouvent, ils se plaignent de perdre des lecteurs, mais il ne faut pas s'étonner avec la manière dont ils ont de couvrir l'information. Je dois dire que moi, je suis abonné à 2 quotidiens, mais chaque année, je me dis, mais je suis bête de payer 600 francs pour renouveler mon abonnement, alors que 90% des articles sont unilatéraux et m'énervent, et je ne dois pas être le seul. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une réaction, je le souhaite, pour qu'ils retrouvent leur crédibilité en étant davantage pluralistes, davantage diversifiés, pour que ce débat reprenne au sein de la société, quoi. Mais... Pour revenir sur la question woke, peut-être, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un moment nécessaire, comme on a des féministes extrémistes qui vont peut-être contrebalancer, faire réagir les gens, bousculer un peu les croyances? Oui, non, mais moi, je ne me reconnais pas du tout, parce que j'ai passé l'âge d'avoir ce type de questionnement, on va dire. Et puis quand je vois aussi les dérives, certains qui se font opérer, je me dis... Et puis ce qui à terme, ce qui m'inquiète aussi à terme, au fond, c'est tout le transhumanisme, c'est le fait qu'au fond, on transforme l'être humain, c'est le fait que c'est plus des femmes qui vont faire des bébés, mais qu'on va les confier à des mères porteuses, dans un premier temps, mais peut-être après à des couveuses, simplement, parce qu'il n'y a rien qui interdit ça. Donc, que devient l'être humain là-dedans? C'est quand même des grandes questions. Alors, les jeunes, ouais, voilà... Voilà, on a l'air plus convaincus, voilà, se posent davantage ces questions. Je peux comprendre, même si je partage pas. J'espère que ça passera, parce que pour moi, il y a d'autres enjeux, je dis, qui me paraissent plus importants que ça. Prenons la question nucléaire, par exemple. On n'en est plus du tout conscient. Mais si tout d'un coup on arrive à une guerre nucléaire, est-ce que le fait d'être queer ou LGBT ou un homme ou une femme aura de l'importance? Franchement. Le jour où on n'aura plus d'eau, on n'aura plus de glaciers dans nos montagnes, on n'aura plus d'eau, on sera en manque d'eau. Le jour où on n'aura plus du tout de biodiversité, franchement. Est-ce que ces questions-là seront encore importantes? Est-ce qu'on n'aura pas d'autres choses? Voilà, je me pose cette question. Et là, peut-être qu'on fermera cette parenthèse pour passer à autre chose. Cela dit, les gens, comme je l'ai dit, ont le droit de choisir leur sexe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent s'automutiler comme ça leur plaît, c'est pas mon affaire, mais j'estime que qu'on ne doit pas mettre ça sur la place publique, ça doit être leur affaire en privé, c'est tout. Parmi vos nombreuses casquettes, vous en avez une qui a été celle de président de la Croix-Rouge genevoise, à partir de 2006 ou en 2006, on pourrait préciser ça. Vous avez aussi été membre du comité de la Croix-Rouge suisse. Comment vous voyez l'évolution de la Croix-Rouge depuis les années 2000, je dirais, depuis le tournant de ce millénaire, voilà, vous qui avez été au sein de cette organisation un peu emblématique de la Suisse? Ah oui, bon, j'ai eu beaucoup de plaisir effectivement à présider la Croix-Rouge genevoise, qui est très axée sur des choses assez concrètes, assez proches des gens. C'est des leçons aux immigrés, enfin, c'est toutes sortes vraiment des activités extrêmement multiples. Et puis après, effectivement, j'ai fait une dizaine d'années dans les instances de la Croix-Rouge suisse, où là, c'était plus stratégique, on va dire. Bon, la Croix-Rouge, ben, c'est prestigieux, c'est la plus vieille ONG du monde, hein, quelque part. Non pas quelque part, même ici, en Suisse. Donc, oui. Alors maintenant, ça dépend de quoi on parle. Bon, il y a le Croix-Rouge suisse qui a des petits épisodes, là, j'ai vu récemment, des petits problèmes. Mais enfin, on verra. Et puis la Croix-Rouge, on va dire, le CICR, le mouvement de la Croix-Rouge et le mouvement international, qui me tient aussi à cœur. Je crois que, comme toutes les ONG,
la Croix-Rouge a suivi le même type d'évolution. C'est au fond l'humanitaire et les ONG, c'est un monde qui a connu une croissance phénoménale pendant ces 20 dernières années. Depuis que Kofi Annan en a fait un interlocuteur important des Nations Unies, ça a mis les ONG, qui étaient déjà importantes avant, mais encore plus sur le devant de la scène. Je dirais pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que beaucoup d'entre elles, que ce soit dans le domaine des droits de l'homme, de l'humanitaire, du développement, font un travail remarquable et qui mérite d'être soutenu, notamment tout ce que fait la Croix-Rouge, qu'elle soit suisse ou CICR international. Et puis pour le pire, parce que ça a généré, à mon avis, des comportements ou des problèmes structurels importants. Et j'essaie de m'expliquer. Le CICR, par exemple, a connu le même problème, et moi j'étais aussi au sein de la Croix-Rouge suisse très attentif à ce type d'évolution. C'est-à-dire que ces associations sont mises à brasser énormément d'argent. Alors c'est bien, parce que ça donne plus de moyens pour les personnes vulnérables, pour les victimes de conflits, de catastrophes et tout ça. Mais d'un autre côté, ça génère des structures et des comportements qui, à mon avis, risquent de porter préjudice au bon fonctionnement de ces institutions. Le CICR, par exemple, a passé de 1 milliard à 2 milliards de budget annuel en l'espace d'une douzaine d'années. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, par la suite, tout le temps trouver 2 milliards, soit 1 milliard de plus que d'habitude. Donc vous passez beaucoup de votre temps à développer des structures de fundraising, de communication, de marketing, etc., pour trouver de l'argent. Et que la nécessité de trouver cet argent finit par devenir une obsession. Et ça a été vrai au petit niveau de la Croix-Rouge suisse, ça a été vrai au niveau de du CICR. D'ailleurs, il y a des tensions internes. On voit des anciens délégués fâchés de ce type d'évolution. On finit par perdre de vue la mission pour nourrir la bête, si je puis dire, nourrir le monstre. Et c'est ça qui commence à poser problème. Et ce n'est pas seulement la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est peut-être emblématique, mais c'est vrai pour Amnesty International, c'est vrai pour Save the Children, c'est vrai pour toutes les grandes organisations. La grande organisation anglaise aussi. Human Rights Watch. Alors, Human Rights Watch, c'est américain, mais qui vient en aide au développement anglais, qui a aussi connu des crises, etc., parce que elles sont toutes confrontées à ce problème. Alors, elles font toutes de l'advocacy, on appelle ça. Donc, du lobbying qui est vis-à-vis des gouvernements. Mais elles finissent par dépendre de l'argent des gouvernements, de l'argent des milliardaires qui leur donnent des dons, de l'argent des petits contribuables et du marketing direct et tout ça, dans les boîtes aux lettres, du fundraising. Et finalement, on perd de vue le sens même de la mission. Et ça, c'est un phénomène qui est général et qui, à mon avis, affecte le bon fonctionnement par exemple, du CICR, si je peux faire cette critique. Par exemple, le fait que le président du CICR, l'ancien président, M. Maurer, entre au conseil d'administration du World Economic Forum. Ça pose quand même un problème quand on sait que dans ce World Economic Forum, vous avez des multinationales qui exploitent en Afrique ou ailleurs des enfants, de la main-d'œuvre illégale, etc., ou qui encouragent des conflits, comme c'est le cas dans l'Est du Congo, conflits auxquels le CICR est appelé à répondre en fournissant de l'aide aux victimes des conflits. Mais c'est quand même problématique. C'est qu'il y a un conflit d'intérêts potentiel. Il y a un conflit d'intérêts manifeste. Mais pourquoi il le fait? Parce que ça le rapproche de multinationales qui vont lui donner de l'argent. Mais du coup, ça rend dépendant de ces gens-là. Donc on est dans un cercle vicieux qui me paraît très préjudiciable. Et je ne voudrais pas focaliser sur la Croix-Rouge parce que j'y étais, je la défends, je continue à me sentir partie prenante. Donc je ne vais pas
on va dire, craché sur l'association dont j'ai été membre et dont membre, on va dire, dirigeant dans certaines instances. Et c'est pas elle que j'aimerais, sur lequel j'aimerais mettre là. Mais c'est un phénomène général dont malheureusement la Croix-Rouge est aussi, on va dire, partie prenante. Mais peut-être aussi à son corps défendant. Hein. Est-ce que c'est pas aussi peut-être un bénéfice, je veux dire dans ce sens-là, où la mission un peu du World Economic Forum, c'est de rapprocher les associations des entreprises pour faire changer les entreprises vers le mieux? Oui, alors si c'était comme ça, je serais complètement d'accord. Or, ce qu'on constate, c'est que ça va toujours dans un sens et jamais dans l'autre. Les entreprises ne changent pas. Les entreprises qui fabriquent des armes continuent à fabriquer des armes, plus que jamais, je dirais, dans les circonstances actuelles. Elles sont aussi sponsors du World Economic Forum, donc ça ne change pas, malheureusement. Ce n'est pas les entreprises qui s'humanisent, c'est l'humanitaire qui devient comme les entreprises. C'est ça, c'est là pour moi, où est le problème. Si c'était dans les deux sens, on pourrait encore discuter. Malheureusement, en tout cas, à mes yeux, ça ne l'est pas. Parce qu'en perdant l'indépendance financière, on perd aussi son indépendance intellectuelle. Et on n'est plus capable de résister. Le CICR, est-ce qu'on l'a beaucoup entendu sur Guantanamo? On l'a entendu il y a 10 ans, plus rien du tout. Guantanamo fonctionne toujours. Or, c'est une mission du CICR d'y aller et de dénoncer les États-Unis qui maintiennent cette prison odieuse. Pareil pour les crimes de guerre en Irak. Pareil pour les crimes de guerre en Irak. Donc là aussi, on voit que, si on regarde aussi le CICR, très dépendant des dons de la Croix-Rouge américaine. Ces dons ne sont pas gratuits. Il n'y a pas de dons gratuits. Donc si vous dépendez pour plusieurs centaines de millions de la Croix-Rouge américaine, vous êtes proche de ce que, on va dire, d'un point de vue américain sur le monde. Je ne dis pas que c'est forcément mal. Je ne dis pas que tout ça est légitime. Mais vous devez quand même faire très attention à cet équilibre et à préserver votre indépendance. Et j'ai l'impression que là, on ne prend pas non plus le bon chemin. Est-ce que les ONG sont aussi partie prenante ou sous influence de certains services secrets étrangers? On a beaucoup parlé de Save the Children qui aurait été manipulé en 2011 par la CIA, ces équipes locales pakistanaises auraient été infiltrées par la CIA. Est-ce que c'est des choses qui vous semblent... Ça m'apparaît. Franchement, c'est possible, parce que c'est vrai qu'il y a des ONG qui sont... Sous couverture, des agences secrètes sous couverture. Ou si on prend le cas de Human Rights Watch, c'était une émanation de la CIA. Ça, c'est clair, ça, c'est connu. Dans les années 70, il s'agissait quand on a signé les accords d'Helsinki avec l'Union soviétique, on a créé Human Rights Watch sous on va dire, l'inspiration de la CIA, parce qu'on voulait introduire la thématique des droits de l'homme contre l'Union soviétique, d'ailleurs en soutenant les dissidents, etc., ce qui a d'ailleurs assez bien fonctionné. Human Rights Watch, d'ailleurs, reste, on va dire, un instrument de la politique étrangère américaine, même si elle le nie. Mais on voit qu'elle est très très proche des néoconservateurs américains, du Conseil de l'Atlantique, Atlantic Council, etc. Et que Kenneth Roth, l'ancien directeur qui a resté 30 ans au pouvoir, est partie prenante des néoconservateurs américains, donc de l'agenda, on va dire, des États-Unis. Ce qui ne l'empêche pas, par ailleurs, de faire du bon travail dans beaucoup de domaines. Mais voilà. Mais je ne crois pas à une infiltration de la CIA. Disons là, franchement, de la CIA ou d'autres services. Non, je pense que c'est plutôt via le financement, via la proximité d'idées, des échanges d'experts, d'académiques. On voit aussi, ça concerne aussi les universités, d'ailleurs pas rien que l'humanitaire. Les universités sont infiltrées, les académiques sont financés et infiltrés par beaucoup de think tanks, d'officines, qui ne sont pas forcément des services secrets, ou de fonds, de fonds plus ou moins proches des États. Le German Marshall Fund, c'est un outil de la politique étrangère américaine, qui se prétend indépendant et tout ça, mais qui ne l'est pas du tout en réalité.
on dit German Marshall Fund, mais en réalité, c'est l'instrument du département d'État américain. Alors, je ne pense pas qu'il faille chercher la main des services secrets, mais tout ça d'ailleurs est public. Hein, c'est pas... Je vois plutôt ça comme on va dire, les ministères, les ministères des Affaires étrangères plus que les services secrets, parce que forcément, ces gens reçoivent des fonds, des financements, et donc sont plus proches, perçoivent mieux ce que les financeurs souhaitent et répondent mieux à leurs souhaits, que ces souhaits soient formulés sous forme indirecte ou directe. D'ailleurs, Peter Maurer ou la nouvelle présidente du CICR, là, Spoljarik Heger, ont travaillé les deux pour le département fédéral des affaires étrangères suisse. Alors voilà, il y a une proximité. Alors, c'est pas forcément un mal, parce qu'ils ont une expérience diplomatique absolument nécessaire dans ce job, mais on voit qu'il y a des proximités. Alors, quand cette dépendance est transparente et puis que quand même les choses sont bien séparées, pourquoi pas? Enfin, c'est pas interdit de passer d'un job à l'autre. Mais il ne faut pas que ça devienne complètement imbriqué, quoi. Donc pour vous, il faudrait un peu revoir le financement de ces ONG, en fait. Surtout. Oui, et puis qu'elles se reconcentrent sur leur mission, sur leur but, et non pas justement qu'elles sortent de ces obsessions financières. Parce qu'il y a aussi une compétition entre ONG, on l'oublie. Mais le CICR réagit probablement à l'hyperdéveloppement de Médecins sans frontières et d'autres. Parce que le CICR, sa mission était beaucoup plus concentrée, donc... Mais du coup, il s'est dit, mais enfin, si eux le font, pourquoi pas nous? Donc, il est sorti de sa mission première d'aide aux victimes de conflits et tout ça, pour faire un peu du développement, pour s'occuper je sais pas, d'égouts et de distribuer ceci ou cela, qui était plus le cas d'autres ONG, justement, comme Médecins sans frontières ou d'autres. Donc, et ce qui génère d'ailleurs des montants plus gros, plus importants, des ressources plus importantes. Parce qu'il y a aussi une compétition. Parce que si vous êtes trop petit, vous perdez de l'influence par rapport à d'autres, justement dans l'enceinte des Nations Unies ou vis-à-vis des gouvernements. C'est un monde finalement qui est assez proche, qui a l'air d'être humanitaire, qui a l'air d'être bénévole, aidé, pas désincarné, mais... désintéressé, mais qui en réalité ne l'est absolument pas du tout. Il y a des conflits de pouvoir inouïs au sein de ces ONG. Guy Mettan, nous arrivons gentiment au terme de cet entretien. Nous avons l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc voilà, si vous avez quelque chose à ajouter. Alors bon, j'ai pas... d'abord, merci, merci de l'accueil. C'était un plaisir d'échanger comme ça, un peu à bâton rompu, hein, de façon tout à fait... décontracté. Non, mais ce que je souhaite, effectivement, c'est qu'on retrouve, on va dire, nos sens, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu nos équilibres et notre sens critique, que ce soit vis-à-vis des conflits qui ont actuellement lieu. Alors, il y a celui d'Ukraine, mais on oublie aussi les autres. Hein. Il y a autant de morts en Ukraine aujourd'hui que dans l'Est du Congo ou au Yémen. Et on n'en parle jamais, jamais, jamais dans nos médias de ces deux autres conflits. Ou très peu. Très peu. J'ai rien vu sur le Yémen pendant les 10 derniers mois. Bon, il y avait une trêve, mais qui a été rompue. Et puis dans l'Est du Congo, il y a une recrudescence des combats. Il y a eu des centaines de milliers de morts, hein, dans l'Est du Congo. Voire plus que des centaines de milliers de morts. Et personne, et ça continue. Donc voilà, moi j'espère qu'on retrouve en Europe, on va dire, une vision large du monde, qu'on ne se préoccupe pas seulement de notre petit nombril wokiste en tant qu'individu, ou notre petit nombril géopolitique en tant que continent, mais qu'on reste ouvert à l'ensemble du monde et à toutes ces problématiques. Guy Mettan, merci pour cet entretien. Merci encore.